Bonjour, comment ça va? Ouh là là, la musique est trop forte. La musique est trop forte chez moi. Je sais pas comment elle est chez vous, je regarde. Ouais, elle était un peu forte. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pas au même moment dans la journée? C'est bizarre un peu. C'est habituellement c'est le lundi matin et maintenant c'est le lundi après-midi. C'est trop bizarre. Merci encore Aquarium pour ton resub. Et oui, ça marche à nouveau. Et ça, je suis très contente que ça marche à nouveau. Cette maudite. Et bah hop, encore une preuve que ça marche toujours. 3 mois déjà, c'est ouf. C'est ouf, vous êtes tous là. Ah, merci. Bah ouais, non, je me suis mis l'après-midi parce que les gens pouvaient pas venir le matin. Donc, merci Revax encore pour tes 3 mois. Dis donc, il y a tellement de monde. Il y a un Skype Train qui arrive en plus. J'ai pas encore branché les alertes sur le Skype Train, mais fun fact, on peut faire aussi des trucs marrants pour ce magnifique train de l'hype. Je pourrais détecter cet événement et faire des trucs avec ça. Je suis très content de vous entendre, enfin de vous entendre, de vous lire cet après-midi. C'est la première fois, donc on fait lundi.dev l'après-midi. J'ai déplacé ça l'après-midi pour deux raisons. La première, c'est parce que, il faut le dire, parfois c'était difficile de se lever de manière efficace le lundi matin. C'est une différence entre se lever pour être suffisamment réveillé pour vite fait répondre à des mails et être suffisamment en forme pour pouvoir faire un live. Et du coup, le lundi matin, c'était quand même dur, il faut l'avouer. Et voilà. Et la deuxième raison, c'est ce dont parle Juno, qui était le fait que le daily du lundi matin, en fait, c'est le cas dans beaucoup d'équipes, c'est le lundi matin. Et du coup, c'était au même moment. Et en fait, ça posait problème. Donc voilà, alors le problème c'est qu'il y en a d'autres qui vont avoir ce souci, comme Valocar qui dit ah mais c'est pile durant ma réunion de suite projet. En fait je peux pas plaire à tout le monde pour le coup, mais bon voilà je me suis dit, il y en a plusieurs qui m'en ont dit, donc c'est pas grave, au pire vous pourrez effectivement suivre le replay ou juste rater quelques bouts. Peut-être que votre réunion de projet dure pas 2 heures, c'est ce que j'essaye d'imaginer. Je croise les doigts pour vous parce que ne serait-ce que 2 heures de suivi de réunion de projet, je pense qu'à la fin vous en pouvez plus. Donc voilà. Ah non, par contre, désolé, Valocar, que t'es déplacé pour moi, puis finalement non. Ça, c'est la loose, par contre. Je suis désolé, bah, fallait me le dire. Non, mais voilà, je me dis quand même qu'au final, et je vous dis, c'est aussi pour moi, c'est pas que pour vous, hein, c'est aussi pour moi, c'est plus pratique aussi pour moi de le faire en après-midi. J'ai l'esprit quand même beaucoup plus clair pour faire des fois. Parce que normalement, je devrais bosser le dimanche sur ce truc-là, mais de fait, je le bosse surtout le lundi, et donc je trouve des meilleurs articles, bref. Et en plus, la lumière, je la trouve de meilleure qualité, bref. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la déplacer au début d'après-midi. Et le 12-14, t'as exclu, genre t'aimes bien manger. Bah, j'y ai pensé en vrai. Et peut-être que je ferai ça à un moment. Peut-être que je ferai 13h, 15h. Peut-être, je sais pas. Pour le moment, je vais faire 14-16. Et je me dis que bah, vous me quitterez à un moment et vous reviendrez juste après, quoi. Salut Somonoflex. Pardon, Somonflex. Pourquoi Somono? Je sais pas pourquoi. Somonflex, pardon. Yo tout le monde, yo tout le monde. Enfin, dans tous les cas, l'idée c'est quand même, voilà, on se retrouve à un horaire différent, mais on reste les mêmes, comme dirait l'autre. Euh, L'idée, c'est qu'on fasse plutôt l'après-midi. Voilà, plutôt l'après-midi. Et puis vraiment, comme je le dis, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le replay est toujours là. Vous me rejoignez plus tard. C'est pas un souci, je pense. C'est pas un souci. Et j'ai envie de dire, si ça peut vous pousser à pas avoir des trucs qui durent 2 heures le lundi après-midi. Surtout que les réunions, faut jamais les faire le lundi après-midi. Pourquoi? Parce que on digère. Vous faites vos réunions le matin. Le mec qui se plaignait avant que les gens faisaient les réunions le lundi matin. Et voilà. Bref. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vais faire un poll, parce que je suis un mec dingo qui aime faire des polls. Je vais vous faire un poll. Attendez, hop, slash poll. Et le poll, ça va être avez-vous beaucoup bossé en août? Gros boulot, grosse flemme, grosses vacances, j'ai plutôt genre grosses vacances, grosse flemme. Voilà. Hop, je vous laisse voter. À quel point vous avez beaucoup bossé ou pas en août? Moi, ça a été très tranquille, mais je ne sais pas pour vous. Nous, on focus time le matin pour être efficace et réul. Ouais, bah oui, alors, il y a vraiment tout qui existe, hein. Je ne juge absolument pas. Si vous êtes plutôt du matin ou plus de l'après-midi, je ferai un autre poll sur ce sujet plus tard, je pense. Mais vraiment, ouais.
moi, j'ai jamais réussi à comprendre comment je fonctionnais. En plus, ça dépend des années, des périodes dans ma vie. À un moment, j'étais beaucoup plus du matin, des fois, j'ai beaucoup plus de l'après-midi. À un moment, je dormais littéralement le matin, puisque pour les croissants, ben, on bossait l'après-midi et le soir, donc le matin, je dormais. Ah, c'était très compliqué. Mais vous êtes quand même plutôt nombreux à plutôt avoir bossé en août, ce qui semble assez logique. Enfin, il y a il y a beaucoup de juilletistes qui existent aussi, hein, donc. Valocar qui parle de la terreur de la mise en production à vendredi. Bon, il se trouve que on a 2 heures devant nous, un peu moins maintenant parce que je dis de la merde, et qu'il va falloir qu'on parle un peu de ce qui s'est passé en août. Il s'est passé beaucoup de choses en août, donc on parlera pas de tout ce qui s'est passé en août. Mais j'ai trouvé 2 3 trucs intéressants. Ah, septembriste, ça c'est très très cool en vrai de prendre ses vacances en septembre. Euh, Ah ouais, à Rouge, je suis d'accord. Un des trucs très cool qui s'est passé la semaine dernière, c'est ça. Je pense que je vais en parler plus tard, je vais le noter dans la liste. Est-ce que je peux en parler après, selon le temps qui reste? Mais ouais, de parler de ça, de ce qui s'est passé également sur YouTube. Je vais essayer de suivre à peu près mon programme parce que j'ai plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. C'est assez divers. J'essaie d'assez diversifier un peu les infos. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec un article en français, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai l'impression de vous envoyer que des articles qui sont en anglais, donc au moins de temps en temps des articles en français. Un article de 3DVF. Un article de 3DVF. Comment Pixar améliore la diversité de ses personnages. J'ai vu cet article passer, je fais genre quoi? Et en fait, très intéressant, vous allez voir. Euh, ou comment se dire, bon, il suffit pas de vouloir avoir de plus de diversité dans tes films, etc. C'est bien de pouvoir le vérifier. Et en fait, ils ont fait un outil technique pour le vérifier. Et je trouve ça très malin, très cool. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Je me suis dit, tiens, ça ferait un bon article un peu différent pour lundi.dev. Ou comment on peut utiliser la technique pour améliorer la diversité à l'écran. Moi, je trouve ça cool quand même. On n'a pas tous les jours cette occasion-là. Donc, je vais vous lire ça. Donc, c'est un article de 3DVF qui a l'air d'être un site internet spécialisé dans les actualités du monde de la 3D. Mais en même temps, j'ai pas cherché plus que ça les infos sur qui l'a écrit. Hein, donc c'est parti. Comment Pixar améliore la diversité de ses personnages? Ces dernières années, les studios Pixar ont fait plusieurs pas en direction d'une plus grande diversité dans leurs films d'animation. Une démarche qui se traduit derrière la caméra, avec Alerte Rouge de Domichi, désolé pour le nom que je prononce sans doute mal, qui est l'un des premiers des films du studio entièrement réalisé par une femme, mais aussi devant la caméra avec des films d'animation tels que Soul ou justement Alerte Rouge. Au SIGGRAPH 2022, donc SIGGRAPH c'est une grosse conférence qui parle de tout ce qui est lié à la technologie, de l'image et notamment de la création d'images, donc tout ce qui est CGI, 3D, calcul, les shaders, tout ça. Merci encore Flock pour ton sub, merci beaucoup. Euh, En fait, c'est très. Par contre, ouais, voilà, parce que parce que t'as offert un GIF sub. C'est pour ça que je me dis, tiens, c'est bizarre, je le vois pas. C'est parce qu'il y a un bug un peu sur les alertes. Euh, et donc, ouais, SIGGRAPH, très intéressant. Il y a souvent des papiers trop bien qui sortent dessus. Et justement, au SIGGRAPH, on parle aussi de ce genre de choses. Au SIGGRAPH 2022, Pixar nous en dit un peu plus sur la manière dont cette volonté se traduit au sein du processus créatif, jusque dans les personnages secondaires, avec un outil dédié et une réflexion sur plusieurs années. Saul et biais inconscient. Durant la production de Saul, on va juste montrer un Saul Pixar, on parle de ce film. Hein, on parle de ce film de Pixar. Hop, si évidemment il veut bien charger. Oui, non. En fait, non. Enfin bref, c'est un film, un des derniers films, enfin le film de 2020 de Pixar, Disney Pixar. C'est con qu'on n'ait pas plus d'images, mais ok, hein, voilà. Peut-être sur Disney.fr, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos de ça? Voilà, ce qui sont en gros, Saul, c'est la vanne de et si les âmes avaient des âmes? Parce que c'est toujours un truc avec Pixar, c'est et si quelque chose avait une âme? Donc il y avait eu et si les jouets avaient une âme? Et si les voitures avaient une âme? Euh, Après, ils ont eu si les émotions avaient une âme? Et là, ils étaient arrivés au stade de si les âmes avaient une âme. Donc mais ça reste un très bon film apparemment, qui a été quand même salué par la critique. Et donc,
Durant la production de Saul, le studio voulait coller à la réalité des quartiers de New York représentés à l'image. L'idée était que l'on verrait dans les foules et les personnages d'arrière-plan 80% de personnes issues de minorités, afro-américains, latinos, personnes d'origine asiatique, etc. Et 50% d'hommes et de femmes. Parce que l'idée c'est que Saul, ça parle justement, tout le nom le suggère, de ce qui se passait dans les banlieues new-yorkaises à une certaine époque. Euh, une bibliothèque de personnages correspondant à cette volonté fut donc créée. De cette manière, les foules générées aléatoirement auraient les bonnes proportions. En pratique, cependant, pour les personnages d'arrière-plan choisis manuellement, la même répartition était très différente. Selon les calculs faits manuellement par l'équipe, sur les 3 premières séquences entamées au début de la production, on trouvait 50% de personnes issues de minorités et 70% d'hommes. Donc c'est pas ce qu'il voulait faire là, parce que c'était à 80% de diversité, enfin de minorité et 50% d'hommes. J'aime beaucoup Eva Rocard qui dit si les Italiens avaient une âme pour Lucas, et Somon Flex il dit si les Mexicains avaient une âme. Bon, ok, ma mécanique marche pas, vous voyez ce que je veux dire. Quoique, c'est pas si les Mexicains avaient une âme, c'est et si les morts avaient une âme. Bon, et et si les Italiens avaient une âme pour Lucas, c'est et si les Corses avaient une âme. Non, et si les poissons, ouais, ça marche plus trop. Cela avait 2 problèmes. Une diversité très inférieure à la direction artistique voulue et absolument pas représentative des quartiers bien réels qui inspiraient le film, et une partie des personnages se trouvaient utilisés bien trop souvent. 20% d'entre eux étaient visibles 50% du temps, donc non seulement ça correspondait pas à leurs objectifs, et en plus ils se rendaient compte que les artistes qui faisaient, donc du coup qui remplissaient le fond des images, en fait réutilisaient toujours les mêmes sans s'en rendre compte. Justement, un biais inconscient de la part des équipes avait donc fait dériver l'objectif, mais ces statistiques permirent d'ajuster le tir. Et sur l'ensemble du film, on trouve 80% de minorités, 48% d'hommes, 52% de femmes, un résultat quasi identique à la volonté de départ. Donc au final, ils ont réussi à la main à changer ça. Un film Pixar pour les roues, c'est tendancieux. Bah alors, Rocard, non. Pour Pixar, la conclusion était claire. Disposer de statistiques automatisées aurait été d'une grande aide, afin que l'équipe puisse, si elle le souhaitait, disposer d'éléments concrets pour contrer d'éventuels biais inconscients. Donc l'idée, c'est pas avoir une police de la pensée, c'est juste, si t'as un objectif, c'est bien de pouvoir t'y tenir et d'essayer de lutter contre certains biais inconscients. Parce que là, on parle d'une équipe qui, clairement, avait conscience de ces enjeux-là, puisque c'était une volonté artistique, en fait, hein, et qu'ils étaient bien incapables de faire respecter ce truc-là, parce que, juste, inconsciemment, inconsciemment, hop, faut que je remonte un peu, parce que j'étais trop bas à l'écran. Inconsciemment, donc je disais, ils respectaient pas ça. Donc, voilà. Ce type de réflexion n'est pas nouveau, comme l'explique l'équipe dans la présentation des volets au CIRAF. Des entités et initiatives ont déjà montré l'intérêt de mesurer la diversité, comme le Genia Davis Institute of Gender in Media, la Netflix plus USC Annenberg Inclusion Initiative. Donc la seconde a par exemple permis de souligner que la présence des rôles féminins parlants au sein des films les plus populaires aux USA était environ 34% seulement en 2019, un chiffre stable depuis 10 ans. Donc là, on peut dire en fait, non, ça n'a pas beaucoup bougé. Salut Richaud. Les statistiques montrent par exemple que la part de femmes réalisatrices varie du simple au triple selon le studio. Une analyse étant alors de voir dans ces disparités le reflet de choix et de biais de recrutement, conscients ou non, et non pas un supposé déficit de femmes réalisatrices compétentes. Reste à voir comment faire évoluer la situation. Dans sa présentation, Pixar souligne que, comme un petit nombre de studios dominent le box-office, ceux-ci ont un rôle potentiel énorme sur les représentations vues par le public. Donc oui, c'est pas anecdotique ce genre de choses, ça peut vraiment changer la donne et inspirer des gens, etc. Évidemment, il y a toujours ce même mécanisme de si tu vois jamais on va prendre un exemple différent de ce auquel on peut penser. Si tu vois jamais des hommes faire le boulot de ce qu'on appelle sage-femme, donc c'est obstétricien, je crois, je sais plus le nom exact, le nom non genré de sage-femme, puériculteur, je sais plus comment on dit, bref, et ben du coup tu vas jamais te projeter dans ces boulots-là, et du coup ça donne des métiers où, voilà, maïeuticien, c'est pour dire à quel point c'est pas une évidence, c'est que j'ai du mal à trouver le nom. Voilà, si tu vois jamais des hommes faire le boulot de maïeuticien, donc sage-femme homme, en fait c'est difficile pour toi de te projeter dans ce genre de boulot. Voilà. Plutôt que d'attendre que les rapports évoqués plus haut soient mis à jour, une fois que les films sont sortis, les gros studios qui souhaitent plus de diversité dans leurs projets peuvent par conséquent choisir d'agir en amont pendant la création des films.
le character linker, le chaînon manquant vers plus de diversité pour l'interrogation. D'où l'idée de mettre en place un outil au sein du pipeline de Pixar permettant de mesurer la diversité en prenant en compte tous les personnages d'un film donné, appelé character linker. Vous voyez, c'est trop. Enfin, moi j'adore ce genre d'image assez incroyable. Attendez, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Regardez ça, c'est assez ouf. Hop là, voilà. C'est-à-dire que vraiment, on a. Ouais, vous avez des sortes de portraits photos de leur personnage, quoi. Et ça leur permet, comme ça, de vérifier les caractéristiques qu'ils veulent vérifier, quoi. Ce qui est assez cool. Attendez, hop, je réduis un peu. Ci-dessus, à gauche, l'outil affiche tous les personnages du film. À droite, les personnages de la séquence sélectionnée. Voilà, tous les trucs. Et là, vous avez ceux qui sont dans la séquence sélectionnée. En bas, des statistiques sur leur répartition dans différentes catégories, genre, ethnicité, âge, morphologie, etc. L'affichage des statistiques peut se faire sous forme de camembert, mais aussi de barres. Dans ce cas, le Character Linker affiche aussi, s'il y en a, l'objectif ciblé pour ce film. On peut par exemple utiliser l'outil pour ajuster les personnages d'une scène. Une cour d'école manque de jeunes filles, il suffit alors de cliquer sur les parts de camembert young et female afin d'afficher à gauche les personnages de la bibliothèque qui correspondent, puis de sélectionner un ou plusieurs de ces personnages et les ajouter à la séquence. Ce qui est quand même fou, c'est-à-dire qu'en gros, ça va automatiquement ajuster quoi. Les statistiques de la scène sont ajustées en temps réel. Character Linker liste aussi les line-up de personnages, des groupes précis, comme, pour reprendre l'exemple de Pixar, des personnes travaillant sur un chantier visible dans le film. Il est également possible de visualiser ces chiffres à l'échelle d'un plan, d'un acte du film ou du film tout entier. Mieux encore, une fois les personnages placés dans une scène, on peut disposer de chiffres sur leur temps effectif de présence à l'écran, mais aussi sur leur visibilité à l'image. Un personnage distant ou coupé par le cadre est moins visible qu'un personnage en gros plan. Enfin, les métadonnées OpenTimeline.io, issues des des dialogues audio, permettent d'avoir les chiffres sur le temps de parole des personnages, des groupes de personnages. En coulisses, Character Linker s'appuie sur 4 étapes, donc le tagging des personnages, c'est-à-dire que quand ils créent un personnage, ils doivent indiquer ce genre de paramètres, l'identification plan par plan de la présence des personnages et de leur degré de visibilité, l'agrégation des données ainsi générées et leur visualisation. Du côté technique, Pixar explique que l'identification se fait via une base de données tenue à jour lors du traitement des plans de la production, grâce à l'analyse des fichiers USD, donc c'est ces fichiers on va dire, qui contiennent toutes les informations 3D. En gros, si c'était sur Blender, c'est le fichier Blender, quoi, en gros. Hein. Des fichiers USD sur ces plans. Pour chaque frame, on calcule quels personnages sont visibles et leur degré de visibilité dans l'image. L'usage du USD plutôt que de faire des rendus finalisés permet de traiter plus rapidement les scènes. L'agrégation va ensuite consister à récupérer ces données, les condenser pour en tirer les statistiques voulues. Elle se fait chaque nuit. Donc chaque nuit, vous avez peut-être dans vos boîtes, si vous êtes développeur, de l'intégration continue pour vérifier que les tests passent et que ça compile et que tout est bon. Eux, ils ont ça, mais aussi avec la vérification que les statistiques de diversité qu'ils ont soient remplies. Pourquoi pas, après tout? Moi, ça me semble vachement intéressant. Le film Alerte Rouge a été l'occasion d'utiliser Character Linker. La réalisatrice Domshi avait le sentiment, enfin c'est Domichi je pense, avait le sentiment que l'école de l'héroïne, censée se situer dans le Chinatown de Toronto, ne collait pas à la réalité. Il y avait trop peu d'élèves ayant des origines en Asie orientale, et elle en voulait 2 fois plus. Character Linker a permis à l'équipe Crowds, donc c'est celles qui font les foules dans ce genre de film, d'analyser les personnages et de constater que 20% des élèves étaient originaires d'Asie orientale. Bah oui, alors que c'est en plein Chinatown. Ils ont alors ajusté quelques groupes clés de personnages qui avaient une forte présence à l'écran, et ce taux est passé à plus de 40%. Le résultat, approuvé par la réalisatrice, aida à valider l'utilité de Character Linker, qui avait permis d'agir rapidement et efficacement pour coller à la vision artistique du projet. Donc avant que tous les artistes soient habitués à voir dans le projet des choses qui ne correspondent pas à la volonté et à la réalité dans certains cas, mais surtout à la volonté du réalisateur, en fait on peut agir suffisamment tôt pour éviter que ça cause des problèmes plus tard, quoi. Quelle piste pour l'avenir? Pixar explique que si Character Linker est utile, son outil mérite tout de même des améliorations. Par exemple, la visibilité à l'écran pourrait être affinée. Un personnage au centre de l'écran ou mis en valeur par l'éclairage a plus d'impact qu'un personnage dans un coin sombre de l'écran. Les techniques de machine learning pourraient aider à pondérer la visibilité par cet impact plus ou moins grand qu'ont les pixels aux yeux des spectateurs. En gros, ça pourrait essayer de voir est-ce qu'on voit ou pas le personnage en question avec le rendu, avec même des images de rendu, même pas finales, mais au moins un peu, et plus que simplement la géométrie de la scène. En outre, les assets sont régulièrement personnalisés sur certains plans. Pixar donne l'exemple des fauteuils roulants, souvent ajoutés à la main et non pas présents dans les assets de départ. Pouvoir les suivre par des statistiques serait sans doute utile.
Pixar souligne également que son système a des limites et fait face à des défis. Il est évidemment difficile de l'appliquer dans certains contextes comme les films avec des personnages non humains. Bah oui, à un moment, s'il n'y a pas de genre ou enfin la diversité des Looney Tunes, ça va être un sacré délire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas simple à gérer. Euh, de plus, la diversité ne se limite pas à l'apparence des personnages, elle peut aussi passer par le storytelling, comme l'a montré le couple du très récent Buzz l'éclair, voir notre interview du réalisateur et la productrice qui évoque cet aspect de diversité. Dans le dernier Buzz l'éclair, il y a un baiser lesbien, il me semble, qui a posé beaucoup de problèmes dans certains pays, parce que, alors que vraiment ça dure 3 secondes à l'écran, c'est vraiment... Disney étant évidemment, il va très très doucement sur ces sujets, sans doute pour des raisons commerciales. Par ailleurs, appliquer des labels, le côté commercial, c'est pas de le faire, hein, c'est de le faire aussi peu. Ouais, une demi-seconde, oui, c'est ça, Elroyer, t'as raison, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, quoi. Salut la deck. Par ailleurs, appliquer des labels implique des choix qui ne sont pas neutres. On peut définir des catégories plus ou moins larges, en choisissant par exemple de créer un label Asie orientale, ou de scinter par zone géographique ou pays, donc Japon, Chine, Corée, etc., sans compter les personnes ayant des origines mixtes. En clair, il convient de rester très prudent face à ces outils, qui ne sont pas une solution miracle applicable aveuglément. Les catégories étudiées et les tags utilisés sont susceptibles d'évoluer d'un film à l'autre et doivent être questionnés au fil des projets et du temps. Donc, vous voyez, ils font attention à ce genre de sujet. Pour ceux qui ont peur d'une une uniformisation, etc., il y a quand même une réflexion qui est faite qui est assez profonde, quoi. Enfin, l'équipe du projet explique avoir eu des craintes au départ. Ce type d'approche peut générer controverses et critiques, justement. Mais les personnes du studio ont rapidement accueilli l'initiative positivement. Character Linker a été vu comme un moyen de disposer de plus d'informations pour faire de meilleurs films, pas comme un outil de contrôle ou d'accusation. Pour en savoir plus, une publication est disponible chez Pixar en accès libre. Si vous disposez d'une accréditation SIGGRAPH, on peut voir la présentation vidéo du projet. Voilà. Je trouve ça très très cool. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que bon, dans le cadre de dessins animés en 3D comme Pixar, je pense que c'est presque la situation la plus facile, enfin même si ça nécessite beaucoup de boulot, hein, la plus facile pour faire ce genre de statistiques automatisées, puisque bah, du coup, tu as juste à analyser les assets qui sont dans les... Enfin, tu as accès à la géométrie, quoi. Peut-être que ce genre de choses se feront aussi dans le reste des films. Est-ce que ça aurait du sens est-ce que c'est des questions qui vont devoir se poser dans les studios de création de télé? Je sais pas. Je sais pas comment réfléchir à ça. Je pense qu'on a d'autres sujets dans les films live action avant d'arriver à ce genre de questions-là, puisque bon, les foules, je pense pas que... Je sais pas comment en fait on fait les foules en live action, à quel point ces considérations-là sont là, mais c'est intéressant, je trouve. Voilà, ce que vous dites, c'est difficilement applicable sur un film live. Mais je sais pas, en tout cas, je trouve ça intéressant qu'ils essayent. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir une application purement pratico-pratique de la technique pour aider ce genre de sujet. Donc voilà, je vais vous en parler. Ah, et je vous donne évidemment le lien dans le chat hein, si vous voulez regarder si vous voulez voir les sources évidemment de cet article. Oui, souvent tu copie-colles une foule existante. Mais ça peut peut-être être utile, genre je sais pas, si un jour ils veulent essayer d'équilibrer dans les figurants, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. En vrai, je pense qu'hélas, de toute façon, c'est des considérations qui sont tellement difficiles à mettre en place, surtout avec des gens qui sont, je pense, déjà payés à coups de lance-pierre pour faire ce genre d'effet. Donc là, au moins, chez Pixar, ils peuvent se le permettre, et comme ils le disent, ça fait quand même un gros impact, sachant qu'en plus, c'est des films qui touchent les jeunes, donc vraiment, c'est pas rien. Ok, cool. Tout autre sujet. Je vous propose qu'on parle d'une guerre des messageries. Une guerre des messageries qui est en train de se faire entre Google et Apple. Alors bon, Google et Apple qui se tapent dessus, c'est pas très étonnant, mais j'ai trouvé le truc intéressant et surtout, je pense que ça va nous poser beaucoup de questions à moyen terme. Alors Signal Release évidemment, mais c'est intéressant de voir ce que les gens utilisent en général, parce que nous on peut se dire super, on utilise Signal, on est des gens formidables, mais c'est important de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas ce genre d'outils. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces domaines-là? Ars Technica d'ailleurs se fout de la gueule de Google dès le début. Google a beaucoup d'expérience dans les applications de messagerie, parce que vous savez que c'est n'importe quoi. Google a 12 milliards d'applications de messagerie et c'est un scandale. Le nouveau site de Google demande grâce à Apple dans la guerre des messages.
Google en a assez de perdre autant face à iMessage, il veut donc qu'Apple adopte le RCS, c'est un standard de messagerie. Vous allez voir, c'est relativement intéressant de voir ce qui se passe, c'est un peu le bazar. Ça date du début du mois d'août, le 10 août. Google n'a pas été en mesure de proposer une plateforme de messagerie stable et compétitive pendant des années et a complètement perdu la guerre de la messagerie au profit de produits dotés d'une stratégie à long terme. Donc là encore, Ars Technica se fait plaisir, ils ont raison, d'un côté c'est une ambulance, donc autant tirer sur l'ambulance. Au moins certaines divisions au sein de l'entreprise se rendent compte à quel point cela est dommageable pour Google en tant qu'entreprise, et maintenant la dernière stratégie de Google est de demander à ses concurrents. Google, qui a lancé 13 applications de messagerie différentes depuis le lancement d'iMessage en 2011, déclare désormais « Il est temps pour Apple de corriger les SMS ». Vous allez voir, l'histoire est improbable. Google a lancé un nouveau site web appelé Get the Message, une campagne de pression publique avec un appel à tweeter à Apple pour Get the Message, donc choper le message quoi, et corriger les SMS. Google espère que la pression publique incitera Apple à adopter RCS, une mise à niveau mineure de la norme SMS qu'Apple utilise pour les utilisateurs non-iMessage. Donc en gros, quand vous envoyez un texto, vous envoyez un SMS, éventuellement vous envoyez un MMS, mais c'est des trucs qui sont très 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 vieux. Genre la spec MMS, je sais pas quand on spécification MMS, je sais pas de quand elle date. Je pense que ça date de. Ah, c'est étonnant qu'on nous dise pas. Attends, year. Quand ça date? J'arrive pas à retrouver la date. Date. Attends. GSM year. Ok. Et là, si je cherche MMS dedans. Voilà. 2002. Ah, c'était pas le bon MMS, j'ai pas regardé. Ah, c'était pas le bon MMS, c'est pour ça que je comprenais rien. MMS 2002. Donc, il faut imaginer que ça date de 2002, la dernière. 2002 pour la France, tu me dis aussi, Saumon-Flax. Donc, en gros, il faut imaginer que les MMS, en gros, ça date de 2002. Donc, c'est-à-dire que les travaux préparatoires techniques, ils datent de quelques années avant. Hein. Il s'en est passé des trucs depuis 2002, quoi. Et il n'y a pas eu de standard. Enfin, si, il y a eu des standards, mais il n'y a pas eu de standard déployé sur tous les téléphones depuis 2002. Et entre-temps, Google, vu qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner les trucs, avait poussé RCS, qui était donc une mise à jour de MMS, pour faire simple, c'est pas exactement ça, mais vous avez l'idée, qui contient des choses un peu plus modernes, notamment du chiffrement, enfin ça, le chiffrement, ils l'ont rajouté un peu après d'ailleurs, mais aussi, vous savez, la vidéo, et puis des informations de est-ce que vous l'avez reçu, etc. Enfin, les trucs qu'on s'attend un peu d'une messagerie moderne, quoi. Mais en se disant, ça doit s'envoyer par les opérateurs. Comme ça, ah non, c'est pas nous, c'est pas Google, c'est juste on améliore le protocole, quoi. Pourquoi pas? Donc un standard, mais sauf que tout le monde s'en branle de son standard, à tel point que justement, voilà, il demande aux gens de tweeter à Apple Get the Message. Google espère que la pression publique incitera Apple à adopter RCS, une mise à niveau mineure de la norme SMS qu'Apple utilise pour les utilisateurs no iMessage. Quand tu envoies un message d'un iPhone à quelqu'un qui n'a pas un iPhone, donc qui n'a pas iMessage, ça envoie un SMS. Google pousse cette stratégie depuis le début de l'année, mais venant de l'entreprise avec la stratégie de messagerie la plus dysfonctionnelle au monde, elle apparaît simplement comme une entreprise fatiguée de récolter ce qu'elle a semé. Bah oui, parce que le problème c'est ça, c'est que Google n'arrive pas à se concentrer plus de 3 secondes sur une application de messagerie. Dans le monde entier, iMessage n'est pas si populaire, les gens ont tendance à aimer WhatsApp. Mais aux États-Unis, iMessage est un phénomène culturel suffisant pour que le top 100 de Billboard des chansons écrive à quel point il est nul d'avoir une bulle iMessage verte, c'est-à-dire un SMS. J'ai juste vérifié la traduction parce que ça me semble bizarre. Ah oui, non, d'accord, je comprends qu'il y a... Non, d'accord. Pour qu'il y ait des chansons qui font partie du Billboard du top 100 qui contiennent le fait qu'on se fout de la gueule des gens qui ont une bulle verte, quoi.
L'un des plus grands concurrents d'Apple, en particulier sur les services en ligne, est Google, et l'incapacité de Google à rivaliser avec iMessage a beaucoup contribué à la situation actuelle. Google estime apparemment que la domination d'iMessage est préjudiciable à sa marque, alors maintenant il demande gentiment à Apple d'arrêter de les battre aussi durement. J'ai notamment choisi cet article parce que vraiment j'aime beaucoup la manière dont Ars Technica écrit sur ce sujet. Je trouve vraiment c'est. Le site de Google indique: il ne s'agit pas de la couleur des bulles, ce sont des vidéos floues, les discussions de groupe interrompues, les confirmations de lecture et les indicateurs de frappe manquants, l'absence de SMS via Wi-Fi, etc. Ces problèmes existent parce qu'Apple refuse d'adopter les SMS modernes, des normes, modernes, normes lorsque les gens avec des iPhones et des téléphones Android s'envoient des textos. Alors, normes, c'est traduction pétée. Oui, d'accord. On refusait les normes de SMS modernes lorsque les gens avec des iPhones et des Android s'envoient des textos. Ah, bah tu vois, t'es le bienvenu, Nikisha, justement, ce changement est là pour ça. Euh, Une norme de 14 ans est moderne, n'est-ce pas? Certaines des affirmations de Google sur ce site web n'ont pas beaucoup de sens. Google déclare: Apple transforme les SMS entre les iPhones et les téléphones Android en SMS et MMS, des technologies obsolètes des années 90 et 2000, mais Apple peut adopter le RCS, la norme moderne de l'industrie, pour ses fils à la place. RCS n'est pas non plus une norme moderne, elle date de 2008, et malgré quelques mises à jour médiocres depuis lors, n'a pas suivi le rythme. RCS traîne depuis si longtemps et est encore si mal implémenté qu'il a été créé car il a été créé par des opérateurs via le GSMA, donc c'est l'ensemble des opérateurs qui parlent ensemble. Donc quand on parle d'opérateurs, on parle de Orange, T-Mobile, etc. Enfin, ce genre de gros trucs. En tant que norme de messagerie centrée sur les opérateurs. Les opérateurs l'ont fait à l'apogée des SMS payants, lorsque la messagerie de l'opérateur était une véritable source de revenus. Maintenant que la messagerie des opérateurs est banalisée, les opérateurs qui contrôlent le RCS n'ont plus intérêt à se soucier du RCS. RCS est une spécification zombie. À la décharge de Google, SMS date de 1986, donc RCS est un peu plus moderne que cela. C'est probablement plus un signe que vous ne devriez jamais travailler avec le GSMA si vous n'y êtes pas obligé. Si Google et Apple s'associaient pour créer un duopole de messagerie, ils n'auraient pas besoin des opérateurs ni de leur ancienne norme de messagerie. Le fork propriétaire... Ah oui, en plus ils ont fait un fork dessus. Étant à partir de 2008... Oui, venant de 2008, RCS manque de beaucoup de ce que vous attendez d'une norme de messagerie moderne. Tout d'abord, en tant que standard, RCS est la messagerie de l'opérateur, de sorte que les messages sont transmis à un seul numéro de téléphone de l'opérateur, plutôt qu'à plusieurs appareils via Internet, comme on s'attendrait à ce qu'un service moderne fonctionne. En standard, il n'y a pas de cryptage. Il n'y a pas de chiffrement, pardon, parce que cryptage, c'est pas une bonne manière de le dire. Google a essayé de gomifier glomifier ses fonctionnalités. Ouais, Google a essayé de rajouter des fonctionnalités sur la spécification RCS vieillissante, mais si vous considérez ces éléments comme faisant partie de l'argumentaire de vente de RCS, ce que Google fait, ça ressemble plus à de vous vendre le fork propriétaire de RCS de Google, puisque c'est pas vraiment le vrai RCS, quoi. Google aimerait vraiment qu'Apple intègre son fork RCS propriétaire dans iMessage. Soit dit en passant, la version RCS de Google, celle promue sur le site web avec des fonctionnalités exclusives à Google telles que le cryptage facultatif, est définitivement propriétaire. Hein. Si cela est censé être une norme, cela n'a aucun moyen pour un tiers d'envoyer des API, enfin d'utiliser les API RCS de Google pour le moment. Certaines applications de messagerie comme Beeper ont demandé à Google d'intégrer RCS et on leur a dit qu'il n'y avait pas d'API RCS publique et qu'il n'était pas prévu d'en créer une. Google a déjà une API RCS, mais seul Samsung est autorisé à l'utiliser parce que Samsung a signé un accord de partenariat. Donc c'est vraiment du foutage de gueule là pour le coup. Si vous souhaitez implémenter RCS, vous devrez faire passer les messages via un type de service. Et qui fournit ce serveur? Ce sera sans doute Google. Google a acheté Jibe, le principal fournisseur de serveurs RCS, en 2015. Aujourd'hui, il y a tout un argumentaire de vente sur la façon dont Google Jibe peut aider les opérateurs à faire évoluer rapidement les services RCS, à itérer en cercle court et bénéficier immédiatement des améliorations. Ainsi, l'argument pour Apple d'adopter RCS n'est pas seulement cette absurdité de bien public sur l'amélioration des textes avec les utilisateurs Android, il s'agit également de faire passer les messages d'Apple via les services de Google. Google profite à la fois des frais de serveur et des acquisitions de données. Donc en gros, Google marche partout là-dedans, quoi. Et vous savez comment je suis normalement plutôt anti-Apple sur plein d'aspects, quoi. Mais bon, là... La messagerie de Google est toujours en désordre. Donc là, il montre voilà, le shit show que c'est. Donc il y a 6 applications. En fait, non, parce qu'ils en ont supprimé 2. Mais en fait, c'est pas si simple. Bref.
Certains d'entre nous ont supplié Google depuis des années de consacrer plus d'efforts à une stratégie de messagerie unique. Bien qu'il ait soudainement blâmé Apple pour une situation qu'il a largement contribué à créer, le plus triste à ce sujet est que Google n'a même pas tourné une nouvelle page. La messagerie Google est tout aussi fragmentée et dysfonctionnelle qu'elle ne l'a jamais été. À l'heure actuelle, Google gère 3 applications de messagerie principales. Outre cette plateforme, donc Google Messages /RCS, il existe également Google Chat, qui est un service de messagerie over the top, plus traditionnel, c'est-à-dire over the top qui passe pas par l'opérateur. Et Google Voice, qui est un numéro de téléphone fourni par Google avec des SMS à l'intérieur. Google Hangout est techniquement toujours la 4e application de messagerie, bien qu'elle ferme ses portes en novembre. Il existe également des applications de messagerie en silo intégrées à Google Maps, et oui, pour envoyer des messages via Google Maps, Google Photos, Google Stadia, Google Pay, Google Assistant et Google Phone, et aucune d'entre elles se parle. C'est n'importe quoi. Le responsable de la messagerie de Google a également démissionné le mois dernier. Donc on ne sait pas ce que l'avenir de la messagerie Google réserve jusqu'à ce que quelqu'un prenne les rênes. Je suggérerais à Google de mettre en l'ordre de sa maison avant de commencer à jeter des pierres sur Apple. Et la question c'est pourquoi Apple ne ferait-il jamais cela? On ne sait pas pourquoi Apple ferait cela. Augmenter la compatibilité d'iMessage avec les téléphones Android ne servirait qu'à soutenir Android et affaiblir la stratégie de verrouillage d'Apple. Ça n'est pas simplement mon opinion, mais c'est aussi celle du vice-président directeur de la création logicielle d'Apple, Craig, c'est Craig Federighi, c'est le mec avec ses cheveux blancs là. Ses cheveux blancs qu'on voit dans la plupart des... Si vous regardez de temps en temps les... Comment ça s'appelle les keynotes d'Apple, c'est le mec qu'on voit et qui décrit souvent les mises à jour de macOS par exemple. Une grande partie de la stratégie marketing d'Apple est qu'Android est un écosystème brisé où les choses ne fonctionnent pas aussi bien. Et vous pouvez le voir dans l'explication de la bulle verte ci-dessus d'Apple et dans des choses comme la diapositive Toxic Health Stew de Tim Cook. En gros, à chaque fois, ils en profitent pour taper du sucre sur Android. Du côté d'Apple, Android ne fonctionne pas correctement, c'est la faute d'Android et tout va se planifier. Enfin, RCS en tant que plateforme de messagerie n'est tout simplement pas si bonne. Le résultat final est d'une norme de 2008 avec un tas de fonctionnalités supplémentaires qui y sont ajoutées et toujours inférieure à la normale par rapport à des plateformes telles que iMessage, WhatsApp, Signal ou Telegram. À part le fait que Google cherche désespérément l'une des rares solutions de messagerie qu'il n'a pas épuisée avec une mauvaise gestion, il n'y a pas d'argument clair pour expliquer pourquoi RCS vaut cet effort. Dans l'utopie du monde des rêves où Apple veut travailler avec Google et Samsung sur une norme de messagerie, ces 3 entreprises travaillent ensemble pour faire bien mieux qu'une norme de messagerie de transport négligée. De transporteur négligé. Oui, enfin, carrière, enfin, avec des opérateurs qui s'en foutent, quoi. Voilà. Je vais poser la question parce que c'est une question qui me taraude. Votre téléphone principal est sous Android, est sous iOS, est sous Windows Phone LOL. Voilà. Paf. Dites-moi quel OS vous utilisez. Je pense que la plupart d'entre vous est sur Android, mais j'ai envie de le savoir. Dites-moi tout dans le petit sondage en question. Ça m'intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé un peu ce point de vue sur pourquoi le fait que Google demande à utiliser un standard ouvert est un peu une grosse blague. Parce que moi au début je me suis dit mais non, mais Google a raison. Et en fait tu te rends compte que Apple a tort de pas faire des efforts d'ouverture, mais Google se fout de la gueule du monde en demandant ça, quoi. Ah, ça pourrait changer d'ici une semaine selon certaines annonces. Ah, je suis intéressé, Valoka. Si t'as des infos, si t'as des liens, ça m'intéresse. Pour le coup, ce serait assez cool. Ah oui, d'accord, pardon, oui. Non, oui, votre téléphone va peut-être changer d'ici une semaine, oui, bien sûr, parce qu'il y a le nouvel iPhone qui va sortir avec potentiellement 2 nouvelles fonctionnalités, peut-être. Vous verrez. Mais enfin, pour l'instant, ouais, vous êtes largement sur Android, hein, de ce que je vois. Largement sur Android. N'hésitez pas à voter, hein, si évidemment vous êtes sur un device qui le permet. Mais pour le moment, vous êtes 14 à avoir répondu au sondage et vous êtes largement sur Android. Il n'y a qu'une seule personne parmi vous qui est sur iOS, donc ouais. On sent quand même qu'on a
Un public particulier, moi je suis pareil, hein, je suis comme vous, je suis sur Android. Je suis sur Android, ouais, si vous posez la question, Gaspard me pose la question, ouais, je suis sur Android depuis longtemps, et j'ai un iPad quand même à côté, et en fait iOS me rend fou, quoi. Même iPadOS, ça me rend fou, quoi. Ça me stresse, cet OS est tellement rigide sur plein d'aspects, sur le feeling et tout, c'est absolument insupportable. Mais il y a Yann qui dit iPhone et Windows Phone ont des scores assez proches, bah oui, là pour le coup, oui, c'est un peu... Par contre, Flork nous dit, par contre, il est sur MacBook Pro et il a du mal il arrive plus à changer. Et moi, je suis assez d'accord. Enfin, moi, je me suis vraiment habitué à macOS. Et je sais que là, je vais devoir acheter un ordinateur pro et ce sera sans doute un MacBook Pro parce que c'est trop bien sur plein d'aspects, quoi. L'hardware est vraiment cool. Alors, il y a des petits problèmes parfois, mais c'est vraiment très très chouette. Alors, Ikiché nous pose la question. Je suis arrivé en cours de route et ça a peut-être déjà été répondu, mais il y a une sorte de consortium des opérateurs téléphoniques sur le message qui pourrait faire office d'autorité pour standardiser les messages au-delà de RCS. Alors, il pourrait y avoir donc le GSMA, c'est ceux qui ont fait RCS, qui sont en fait des opérateurs téléphoniques. Le problème, c'est que c'est des gros glandus. Ils sont vraiment mauvais en fait. Ils sont vraiment pas bons. Et du coup, ça fait chier. Ça serait bien d'avoir d'autres gens qui le font, mais aujourd'hui, les opérateurs, enfin ceux qui font des standards, dans ce cas spécifique, hein, c'est les standards, ils sont bons pour faire des choses bas niveau, mais sur les couches applicatives, c'est vraiment d'étanche, quoi. Donc, bof. Je pense qu'aujourd'hui, s'il fallait vraiment faire un nouveau standard, on s'essaierait de s'appliquer sur un truc existant. Moi, je pousserais un peu Matrix, parce que je trouve que Matrix est très très cool. Matrix, si vous connaissez pas, c'est un système de messagerie instantanée. En fait, c'est un successeur à IRC, en gros, pour le faire simple. C'est aussi un film qui est sorti il y a 10 ans, mais là, on parle de ça. Et c'est très très cool pour le coup. Assez facile en plus à implémenter. Avec toutes les fonctionnalités qu'on s'attend aujourd'hui, du chiffrement de bonne qualité, de la synchronisation qui marche bien, etc. Et c'est activement développé, il y a beaucoup de choses qui se font, c'est très très cool Matrix aujourd'hui. Et vraiment, enfin, moi je recommande énormément Matrix pour le coup. C'est vraiment XMPP, mais avec tous les problèmes d'XMPP en moins, c'est-à-dire que beaucoup. Et, XMPP, donc vous savez, c'était Jabber, c'était un système libre de messagerie instantanée qui avait existé à un moment. Et en fait, sur plein d'aspects, c'est ni fait ni à faire. Jabber, enfin, il y a plein de problèmes. Matrix est bien, bien mieux fait pour le coup. Propose du chiffrement de A à Z en plus. Et de manière générale, est vraiment facile à bidouiller, à créer, faire des bots sur Matrix, c'est très simple. C'est vraiment très très cool. Matrix est très chouette. Euh, et donc Matrix, c'est le nom du protocole. Et pour l'utiliser, vous pouvez utiliser Element, qui est le principal client qui a été créé par la même boîte qui fait Matrix. Donc Matrix c'est une fondation, mais il y a une boîte avec, bref. Et du coup, vous avez un outil qui permet de discuter avec vos amis ou alors de faire un Slack-like sans problème. C'est très très chouette. Et ce qui est cool, c'est que Matrix est toujours en développement, donc ils améliorent régulièrement le protocole. Et ils font plein 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 de trucs chouettes. J'aurais dû garder le blog post dans la liste, mais je vous en reparlerai peut-être dans 2 semaines. Du coup. Euh, Hop. Alors. Ah oui, je voulais vous parler de la dernière version de Rust, la 1.63 qui est sortie en août. Et alors, on va pas se faire tout le changelog, on va juste regarder un thread sur Twitter qui est assez cool. Par Marabos, donc @mouse, qui parle un peu des nouveautés qu'il y a dans cette version. Pour découvrir ce qu'il y a de nouveau. Alors oui, je vous parle beaucoup de Rust. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Rust, parce qu'aussi c'est un langage qui a le vent en poupe, et parce que c'est un langage aussi qui a régulièrement des nouveautés. Donc voilà. Je vais essayer aussi de couvrir d'autres langages plus larges. Pour le moment, je suis un peu focalisé sur Rust, c'est un peu par facilité, je vous l'avoue. Mais à moyen terme, l'idée c'est que je vous parle aussi d'autres langages et d'autres nouveautés. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de voir l'évolution des langages. Typiquement, j'aimerais bien vous parler par exemple des prochaines versions de PHP, mais il n'y en a pas qui sont sorties, il me semble. Prochaine version de Python, on en a parlé un peu des versions de Python quand elles sont sorties. Alors, j'essaye un peu de vous garder à jour quand même globalement, quoi. Mais alors Nuxt pour le coup c'est pas, enfin c'est un framework, mais oui l'idée aussi c'est que je vous tienne à jour globalement de ce qui se passe, quoi.
Alors je m'appuie beaucoup sur les systèmes comme Hacker News, etc., qui remontent des nouveautés, etc. Mais l'idée, c'est que j'aimerais aussi me faire ma propre petite veille, plus complète à moyen terme, évidemment. Mais là, de toute façon, j'ai assez de quoi faire pour les 2 prochaines... Enfin, pour l'1 heure et 10 minutes qui reste encore, donc vous inquiétez pas. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la dernière version de Rust? Un des trucs qui est très cool désormais, c'est... Attendez, je vais profiter de la traduction automatique. Les threads délimités, donc les scoped threads, parce que elle a bossé dessus. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser std thread scope pour générer des threads qui empruntent des variables locales, réduisant ainsi le besoin de arc. En gros, avant, dès lors que vous faisiez des threads, c'était un peu compliqué de réussir à choper une variable du contexte. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas forcément à comprendre quand est-ce que votre thread s'arrêtait par rapport aux autres. Et donc très vite, c'était impossible de... En fait, c'était très compliqué de manipuler certaines variables du contexte. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, puisque comme tu le vois ici, tu peux simplement spawn ici lire A, et là après respawn un autre truc, et modifier A, et en fait, vous avez la garantie que les deux ne se marchent jamais dessus. Cool. Ah, alors, Flork me dit ce matin on parlait d'un bon software en C Sharp, j'ai proposé Bitwarden, mais en fait Bitwarden, ce qui est cool, c'est Wolfwarden, la version du serveur est écrite en Rust. Oui, bah c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font des versions Rust, des trucs qu'on aime bien. Euh, Une nouvelle chose qui me passionne beaucoup, c'est que mutex, rwlock et convar sont maintenant tous une fonction const. Ça veut dire que vous pouvez maintenant créer un mutex statique sans avoir utilisé l'id statique. Donc en gros, pour faire simple, vous pouvez directement créer un mutex statique, ce qui n'était pas possible avant. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de créer un truc, un espace vide, puis ensuite de mettre à l'intérieur un mutex. Vous pouvez directement créer votre mutex. C'est des petits trucs qui sont utiles si vous faites beaucoup de Rust, j'imagine, mais assez chouette quand même, des améliorations. Un autre ajout majeur concerne les types et les caractéristiques des descripteurs /handles /sockets de fichiers natifs dans différentes plateformes. Par exemple, ownedfd, donc file de descripteur donc owned, représente un descripteur de fichier Unix qui doit être fermé, tandis que borrowedfd emprunte un descripteur de fichier en utilisant une durée de vie. Donc par exemple, donc vous voyez là on est sur la version Unix et là sur la version Windows. Et on a à chaque fois les bonnes déclarations, ce qui permet d'avoir... vous voyez, on n'a plus besoin d'unsafe sur plein de choses, parce que le système de type permet de gérer ça correctement. Et enfin, il y a des petits trucs assez cool, genre vous pouvez créer directement des tableaux à partir de fonctions. Et selon comment vous l'utilisez, il va réussir à comprendre euh, de quelle taille est le tableau. Ça, c'est quand même assez fou, quoi. C'est inféré par le contexte. Par exemple, si vous faites ça, ça marche. C'est-à-dire que vous dites, oui, je crée un array qui correspond à, pour chaque index, c'est 100 fois l'index. Et en fait, si tu fais un assert_eq avec un truc qui fait 6 éléments, bah, ça va être juste. Parce que le compilateur va comprendre que, ah oui, tu veux un tableau de 6 éléments, il va le générer. Il dit ici, ah, du coup, l'array fait 6 éléments. Il va le générer lors de l'exécution et ça va fonctionner. Ce qui est assez fou en vrai. Tac 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 tac. Ouais, est-ce que c'est très intéressant ça? Si, c'est plus facile maintenant d'écrire directement dans un vec de queue, donc bon, c'est pas ultra ultra utile. Tac tac tac, qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Ah oui, maintenant vous pouvez essayer d'allouer de la mémoire, ce qui peut être utile quand vous êtes dans des environnements qui sont avec très très peu de mémoire, genre potentiellement du Rust embarqué. Bah, vous pouvez plus facilement euh, essayer de choper de la mémoire, et s'il n'y en a pas, ben, au lieu de paniquer et de faire cracher, ben, ça vous retournera une erreur que vous êtes capable de gérer, quoi. C'est quand même plus élégant. Euh, Ah oui, ça c'est assez cool. Vous pouvez maintenant prendre, genre vous créez une chaîne, et vous pouvez cloner la donnée directement à l'intérieur de la dite chaîne. Ce qui est assez cool. Voilà, voilà.
Alors, oui, ah oui, alors en plus, le truc qui est cool, c'est que ça permet d'être malin, c'est-à-dire qu'il va pas réallouer s'il y a besoin, quoi. Bref, il y a des petites améliorations de ci, de là. Et en plus, ils ont globalement nettoyé leur manière de faire des gestions de durée de vie pour que ce soit relativement propre désormais. Donc c'est ce qu'ils appellent, voilà, c'est la fin de l'ancien bureau checker. Donc voilà, en plus le truc s'améliore au fur et à mesure et normalement ça devrait rien casser puisqu'ils avaient toujours fait en place l'un et l'autre de manière concurrente pour s'assurer que tout va bien. Bon après il y a des choses qui sont très spécifiques à des gros usages de Rust, mais ouais, je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants qui se font. Des améliorations aussi dans la documentation. Ah oui, et un truc cool aussi, bon ça c'est anecdotique parce qu'en vrai ça touche très peu de monde, mais il commence à faire du support pour l'architecture de la Nintendo 3DS. Alors, il n'y a pas de quoi faire directement des jeux 3DS, évidemment, mais il y a le support pour les gens qui font des homebrew pour 3DS directement. Ça me fait sourire de voir qu'ils ont accepté ça, mais bon, ça avait du sens. Il y a des gens qui codent là-dessus, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors, ils ont dû se prendre la tête parce qu'ils ne peuvent faire ça que d'informations qu'ils ont. Et ils peuvent pas avoir des infos qui viendraient de quelqu'un qui a signé un NDA. Donc ça a été apparemment un shit show incroyable au niveau légal. Euh, Très compliqué. Pour le coup, là, le thread, enfin l'issue dédié à ça est très intéressante. Parce que ça parle beaucoup de légal, bizarrement, de contrat et de machin, etc. Ils ont dû demander à la Rust Foundation, ils ont dû demander aux avocats de la Rust Foundation, genre est-ce qu'on peut le faire sans que Nintendo vienne nous casser les couilles et tout. Très intéressant. Et maintenant aussi, on peut compiler pour WatchOS. Bon. En tout cas, de manière non supportée, mais en tout cas, ça essaye de compiler pour WatchOS. Donc vraiment, ça c'est cool. On voit que Rust a de plus en plus de petites fonctionnalités de ci, de là. Enfin, pas si petites d'ailleurs. Et ça, c'est assez chouette. Voilà. Euh, on va repasser un peu sur un site français que j'aime beaucoup. Vous savez à quel point j'adore Next Impact. Je vous en parle régulièrement. Et là, justement, on va parler, parce qu'on avait parlé de Google et d'Apple, on n'a pas parlé de Meta, donc la boîte mère de Facebook. On va en parler un petit peu. Meta avance à pas feutrés sur le chiffrement de bout en bout, sur un contexte tendu. Ouais. Alors. Donc de Vincent Herman, un mec très chouette dont j'aime beaucoup lire les articles. Et qui est journaliste chez Next Impact. Meta a annoncé que l'historique dans Messenger serait bientôt chiffré de bout en bout. Parallèlement, un test va commencer pour que ce même chiffrement soit étendu par défaut à toutes les conversations. Mais l'entreprise est en retard et le contexte est tendu. Il y a quelques années, celle qui s'appelait encore Facebook le jurait, ses messageries allaient fusionner et le chiffrement de bout en bout serait la règle. 3 ans et demi plus tard, on n'a plus aucune nouvelle sérieuse de cet immense chantier. Messenger, Facebook et Instagram sont toujours des îlots clairement délimités et le chiffrement de bout en bout, s'il a toujours existé par défaut dans WhatsApp, n'existe que dans les conversations secrètes pour Messenger, même si les tests ont eu lieu dans l'Instagram l'année dernière. Donc en gros, aujourd'hui, si vous voulez du chiffrement de bout à bout, vous devez rentrer dans un mode spécial, un peu comme sur Telegram d'ailleurs, alors que sur Signal, c'est systématique. Dans un billet publié hier, donc l'article date du 12 août, donc c'est un petit moment maintenant, Meta annonce cependant du changement. D'abord, l'entreprise travaille sur la possibilité de stocker sur ses serveurs les fameuses conversations secrètes, donc avec le chiffrement de bout en bout. Elles sont actuellement stockées sur les appareils qui ont servi à les démarrer et toute consultation depuis un autre terminal ne les affiche pas. Pas très pratique. Selon Meta, ce stockage respectera le chiffrement de bout en bout et sera lui-même chiffré de la même manière. L'entreprise l'assure, ces conversations ne pourront être lues par personne, même pas elles-mêmes. Cette sauvegarde en ligne deviendra le mécanisme par défaut. L'accès aux sauvegardes pourra se faire via un code PIN que Messenger demandera de définir ou via la génération d'un code aléatoire. La clé pourra également être stockée dans un cloud tiers pour peu qu'on lui fasse confiance. Le test pour cette fonction démarre actuellement sur Android et iOS uniquement. La version web et les clients pour ordinateur ne sont pas encore concernés. Le chiffrement de bout en bout pour toutes les conversations. Meta débute également un test auprès d'un petit échantillon de personnes pour élargir le chiffrement de bout en bout aux conversations classiques. Gros deal quand même. C'est pas anecdotique. Les utilisateurs concernés sont avertis par un panneau s'affichant sur une bonne moitié de l'écran. Voilà, ils te disent « Your chat with Julia is now end-to-end encrypted ». Voilà. La société indique que cette bascule se veut justement transparente.
Elle ajoute que les échanges, texte, voix, image, ne sont chiffrés qu'à partir du moment où le test aura commencé. Tout l'historique précédent l'activation du chiffrement restera dans sa forme actuelle. Après quoi, le nouvel historique sera stocké dans le nouvel espace mentionné précédemment. La séparation sera marquée dans la conversation par un message discret dans la même veine que ceux de WhatsApp pour avertir d'un changement. Comment tu boot en boot sur un multi-device? Bah, ça nécessite une synchronisation entre les devices. Il faut que les deux devices soient ouverts. Je vois pas comment tu fais sinon. Le signalement des messages sera toujours possible pour pointer, par exemple, un cas de harcèlement à la modération. La procédure fera évidemment sauter le chiffrement sur les messages épinglés, qui seront envoyés tels quels à l'entreprise pour examen. Meta compte également intégrer dans les conversations chiffrées des fonctions qui en sont toujours absentes. Il est vrai que les discussions se contentent du minimum vital. L'entreprise veut notamment leur apporter le retrait des messages envoyés, la possibilité de répondre aux stories, ou encore intégrer les appels chiffrés dans l'historique classique des appels. Un contexte très particulier. Alors pourquoi ils le font? Très important. La chronologie de ces publications a été remarquée, et pour cause, Meta est en pleine polémique sur l'affaire des informations transmises à la police pour retrouver une mère et sa fille accusées d'avoir avorté au Nebraska après 20 semaines de grossesse. Une procédure illégale dans cet état après ce délai, et dans un contexte des plus tendus depuis le renversement de Roe versus Wade par la Cour suprême le 24 janvier dernier. Et oui, tout est lié. Il est rapidement apparu dans la presse, notamment Motherboard et le Lincoln Journal Star, que les deux personnes avaient été retrouvées grâce aux informations fournies par Facebook. Depuis, un vent de scandale souffre sur l'affaire, tandis que pullulent les appels au boycott et la suppression de comptes Facebook. Il faut cependant rappeler que ces informations n'ont pas été données spontanément. Les forces de l'ordre disposaient d'un mandat, validé par un juge, et permettent de réclamer des informations comme l'historique des conversations. Or, le chiffrement de bout à bout ne permettra plus, en théorie, de donner ces informations, puisque le réseau social n'en aura pas la clé. Interrogé sur ce timing étrange par Wired, un porte-parole a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une réponse à l'affaire du Nebraska. Nous avions cette date dans l'agenda depuis des mois, a ainsi précisé Alex Diezan, avant d'ajouter que le but du billet était simplement de prévenir que des tests allaient commencer, puisqu'ils avaient été validés en interne. Facebook ne peut nier cependant l'intérêt d'une telle communication à ce moment précis, qui semble dire en filigrane « on ne nous y reprendra bientôt plus ». Une arrivée générale du chiffrement de bout en bout dans Messenger devrait d'ailleurs avoir des intéressantes batailles juridiques, nombre d'États ayant une position très ambivalente sur la question. Et chez les autres, la question du chiffrement de bout en bout est variée chez Facebook. Messenger l'active uniquement sur les conversations secrètes, WhatsApp l'applique depuis longtemps à toutes les conversations, et Instagram n'a rien. Pour rappel, c'est le chiffrement de bout en bout dans WhatsApp qui rend son utilisation plus complexe que d'autres sur plusieurs appareils. La situation évolue cependant. Chez les autres, la situation est très variée. Telegram, par exemple, fonctionne à peu près de la même manière que Messenger. Un chiffrement classique pour les conversations habituelles, de bout en bout pour les conversations secrètes, stockées sur l'appareil qui a servi à les démarrer, et donc non consultable depuis d'autres. Dans Signal, le chiffrement de bout en bout règne en maître. Le protocole qui a donné son nom à l'application sert d'ailleurs de fondation à WhatsApp. Faut pas imaginer que c'est différent, là pour le coup c'est la même chose. La sécurité est le grand argument de Signal au détriment parfois de la facilité d'utilisation. Par exemple, l'appareil refuse de synchroniser l'historique des conversations sur un nouvel appareil que l'on vient de lier à son compte. Dans la même veine, on pourrait citer Wire, lui aussi chiffré de bout en bout. Et là, je vais reposer la question, j'en profite, parce que j'ai retrouvé. Apparemment, vous répondez à mes sondages, donc autant poser la question. Quelle est la messagerie que vous utilisez le plus en termes de messages? Et ah bah il y a trop de texte. Attends, juste. Et là, je vais donc proposer. Ça dépend, mais bon, voilà, je vais essayer de vous poser la question. WhatsApp, Telegram, iMessage. Bon, bah, de toute façon, vous êtes tous sur Android, donc je vais pas proposer iMessage. Messenger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Signal, évidemment. Et Twitter, en fait. Hein. Twitter, les DM, quoi. Allez, je propose ça. Paf. J'ai pas mis Discord parce que l'idée c'était de faire plutôt ce qui est du one-on-one, mais... Répondez avec celle que vous utilisez le plus, même si ça n'a pas de sens. Moi je pense que... Ouais, je sais pas. Je pense que j'utilise quand même beaucoup Telegram. Alors que je sais que bon, la sécurité n'est pas parfaite, mais j'aime vraiment l'expérience utilisateur pour le coup de Telegram.
Tinder, ça compte. Ouais, bah, le quart, c'est la limite de cette question, évidemment, évidemment. Mais peut-être en volume, parce que vous utilisez plus en volume, en nombre de messages. Mais évidemment, on a tous un peu tout ça, je pense. On a tous plusieurs applications de messagerie, je pense. C'est difficile d'en avoir qu'une seule si vous voulez commencer à discuter avec des gens. C'est pour ça que ça me frustre qu'on n'ait pas de système de syndication qui permette de communiquer de l'un à l'autre, hein. Bon, ça va être nécessaire pour les entreprises suffisamment grosses, puisque avec le Digital Service Act, ils vont être obligés d'ouvrir des API. Je sais pas trop comment ça va donner d'ailleurs, mais ça va être quelque chose, ouais. Bon, globalement WhatsApp, hein, chez vous, hein. Grosse utilisation de WhatsApp. Et un peu de Telegram. 60% de WhatsApp, 20% de Telegram, même si je me doute que vous utilisez tous un peu plusieurs choses, mais ouais, vraiment c'est WhatsApp qui vous revient le plus, quoi. J'ai arrêté le poll là. Hop. Okidoki. Super. Ah, chiffrement et syndication et chiffrement de bout en bout, ça va être coton à mettre en place. Ça, je suis d'accord, ça va pas être simple. Mais l'idée, c'est que, en vrai, rien n'empêche de le faire s'ils utilisent des protocoles similaires. Pas forcément simple, mais pas impossible. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire pour faire ça. Ça va être compliqué de toute façon. Des questions compliquées, mais des questions pour plus tard. Alors, on va revenir un peu à la tech des gens qui développent un peu. Il est 15h05, hein, pour info, vous mettez pas dans la mouise si vous devez faire quelque chose à 15h. Je vais vous parler un peu des Roku. Je sais pas si vous connaissez Heroku. Heroku, c'est quand même assez connu maintenant, hein. C'était enfin c'est toujours d'ailleurs un grand fournisseur alors c'est ceux qui ont inventé le platform as a service, je crois. En gros, le fait de facilement euh, héberger des applications. Euh, et ça c'est assez fort. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qui s'est passé à propos des Roku, mais il faut juste que mon cerveau soit irrigué. Voilà. Tac. Ah, Slack pour la famille. Ah, Slack pour la famille, marrant. Mattermost pour le perso, SMS plus silence pour le reste, d'accord. Ah, vous faites quand même très attention à ça, hein. Moi, je suis beaucoup moins. Je fais beaucoup moins attention que vous, j'ai l'impression, sur ce genre de choses, quoi. Alors moi, j'aimerais bien que ce soit écrit en gros, donc je vais agrandir la page pour que ce soit écrit en gros. Heroku annonce son intention d'éliminer les forfaits gratuits, blâmant fraude et abus. Fraude et abus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient Heroku pour héberger leurs applications de manière gratuite, en contrepartie d'avoir très peu de puissance, mais ça suffisait, quoi. Et depuis qu'Heroku a été racheté par Salesforce, c'est pas le même délire. Et ça dont je voulais vous parler. Après les avoir proposés pendant plus d'une décennie, Heroku a annoncé aujourd'hui qu'il éliminerait tous ses services gratuits, poussant les utilisateurs vers des forfaits payants. À partir du 28 novembre, la plateforme cloud, en tant que service appartenant à Salesforce, cessera de fournir des plans de produits gratuits et fermera les services de données gratuits, et commencera bientôt, le 26 octobre, à supprimer les comptes inactifs et le stockage associé pour les comptes inactifs depuis plus d'1 an. Dans un article de blog, Bob Wise, le directeur général d'Heroku et vice-président exécutif de Salesforce, a imputé les abus à la disparition de services gratuits qui couvrent les plans gratuits pour Heroku Dynos et Heroku Postgre, ainsi que le plan gratuit pour Heroku Data pour Redis. Nos équipes de produits, d'ingénierie et de sécurité déploient des efforts extraordinaires pour gérer la fraude et les abus des plans de produits gratuits Heroku, a déclaré Wise. Nous continuerons à fournir des solutions à faible coût pour les ressources de calcul et de données. Oui, effectivement, ça va faire mal, Elroy. Wise a poursuivi en notant que Heroku annoncera un programme étudiant lors de la prochaine conférence Dreamforce de Salesforce en septembre, mais les détails restent un mystère à ce stade. Pour les non-initiés, Heroku permet aux programmeurs de créer, exécuter et de mettre à l'échelle, enfin de scale, des applications dans des langages de programmation tels que Java, PHP, Scala et Go. Salesforce a acquis la société pour 212 millions de dollars en 2010 et a ensuite introduit la prise en charge de Node.js et Clojure et Heroku pour Facebook, un package pour simplifier le processus de développement des applications Facebook sur l'infrastructure Heroku.
Heroku affirme sur son site web qu'il a été utilisé pour développer 13 millions d'applications à ce jour. Ce n'est pas seulement les amateurs qui seront touchés par la suppression progressive des niveaux gratuits de Heroku. Dans un fil de discussion sur le forum Hacker News de Y Combinator, certains utilisateurs notent que les plans gratuits de Heroku étaient un terrain de jeu pratique pour tester les applications avant leur déploiement. Un utilisateur du nom de DriverDan a déclaré que de nombreuses applications de son entreprise n'avaient besoin que de bases de données gratuites et de Dino, c'est les nomenclatures Heroku pour les conteneurs Linux, et que la migration vers les plans payants de Heroku augmenterait considérablement les coûts, tandis que, de son point de vue, ajoutant peu d'avantages. Ce changement doublera à peu près le coût d'une application de base sur Dino plus la base de données plus Redis de 15 $ par mois à 49 $ par mois. A écrit DriverDine. Pour référence, Heroku Dynos commence à 7 $ par mois. Heroku Data pour Redis commence à 15 $ par mois. Et Heroku Postgre commence à 9 $ par mois. Donc on passe de 0 à, si vous cumulez le tout, ça commence à faire beaucoup, quoi. Si ce changement incluait une réduction des prix pour mieux correspondre aux alternatives, ça serait bien, mais tel quel, ce changement augmentera considérablement le coût pour quiconque utilise des ressources gratuites. On pourrait dire que c'est le but, c'est le point. On pourrait dire que c'est le but. Salesforce est une entreprise après tout. Mais le pivot n'a pas exactement le meilleur look, quelques mois seulement après qu'un pirate ait accédé au compte GitHub de Heroku et a réussi à voler les mots de passe des clients. De plus, cela survient. Alors les mots de passe des clients, il a réussi à choper des tokens qui pouvaient être seulement des tokens pour d'autres services après ça. De plus, cela survient alors que la concurrence de la plateforme en tant que service devient de plus en plus féroce avec des startups comme Porter, Railway, Render, Fly.io et Clever Cloud, les Français qui apparaissent, se disputant une part de l'activité d'Heroku avec des prix et des fonctionnalités attrayantes. En tout cas, les perspectives d'Heroku sont devenues un peu plus obscures aujourd'hui. Oui, il y a Vercel aussi, notamment. Il y en a plein. Il y a plein de fournisseurs de plus en plus de ce genre de choses. Et c'est marrant qu'ils parlent de Clever Cloud, parce que je connais des potes qui y bossent. Regarde, je vais mettre des trucs de console de Clever Cloud. Donc c'est l'occasion de faire un peu de publicité. Bon, c'est pas de la vraie pub, parce qu'ils me donnent pas de l'argent, mais pour info. À Clever Cloud. Alors apparemment, ils sont pas capables par contre d'avoir un logo qui s'affiche, mais ça c'est un autre délire. Non, il n'y a pas de logo, donc dommage pour eux. Mais donc, Clever Cloud, qui est un peu l'équivalent français. Alors bon, avec les capacités françaises qui vont avec, et à voir par rapport à si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, Clever Cloud avec plein de boîtes françaises dedans. Même l'ancien logo de France Télé qui apparemment est chez eux, donc gros délire. Clever Cloud, voilà, ça existe. Savoir aussi qu'il y a Scaleway aussi qui existe en France. Pour des situations similaires, même si Scaleway c'est un peu plus infrastructure et non pas plateforme. Même si je crois qu'ils ont des mécanismes maintenant. Attendez, on va regarder un peu. Scaleway, histoire de voir pas qu'une seule personne, voilà. Scaleway, alors c'est bien sur leur site français, c'est quand même The Cloud of Choice, parce que tu comprends, puis c'est écrit en anglais sur le truc. Ouh, vous pouvez écrire en français, vous savez, loulou, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a du serverless maintenant, merci Juno. Ouais, du serverless function, voilà, mais ça me rend fou. Ils utilisent des termes anglais juste pour utiliser des termes anglais, quoi. C'est assez ridicule. Genre, je pense que les gens vont pas se dire base de données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ridicule de l'écrire en anglais, je trouve. Mais soit tu fais ton site uniquement en anglais, soit tu le mets en français, mais faire les trucs à moitié, c'est très bizarre, surtout pour une boîte qui est vraiment franco-française. Hein. Scaleway, c'est des D-Box derrière. Hein. Enfin, historiquement, c'est ça. Hein. C'est Online, la filiale de Iliad, qui est la boîte mère de Free. Voilà. Alors, tu peux utiliser d'autres trucs que fonctionnalités moins de serveurs, évidemment. Mais produit serverless, tu peux faire fonction serverless, c'est pas serverless functions ou container, un conteneur, ça se traduit quoi. En fait, ce qui m'énerve, c'est ça, c'est genre, il y a des termes qui se traduisent pas parce que dans l'industrie, on traduit pas certains termes, comme serverless justement, parce que c'est long à dire en français. Mais fonction et conteneur, c'est bon, ça se traduit quoi, ça va. Ou alors sinon, tu ponds un nom à la con, si tu veux, et tu mets ce nom dans toutes les langues. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu dommage. Bref, donc voilà, il y a Scaleway qui fait ça. En vrai, Scaleway, j'ai eu une mauvaise expérience par le passé, une très mauvaise expérience avec eux, puisqu'ils ont perdu des données que j'avais, et quand je leur ai dit que c'était quand même un peu dommage, ils m'ont dit bah t'as qu'à faire des backups. À deux doigts de me dire nique-toi, quoi. Donc je suis un peu chafouin avec Scaleway, qui a aussi pas une très bonne réputation pour le coup en termes de support par rapport à d'autres fournisseurs américains.
Mais bon, c'était il y a longtemps, peut-être qu'ils se sont améliorés depuis. Je veux dire, moi, je sais pas de jeter. Enfin, je sais que les entreprises, elles évoluent avec le temps, etc. C'est juste que j'aurais toujours en tête ça quand on parle d'eux et qu'ils ont fait aucun effort, même pas un geste commercial à l'époque sur ce sujet. Ouais, pour la faire simple, j'avais une instance chez eux, un VPS chez eux, que j'utilisais pour les croissants d'ailleurs. Et j'avais pas fait de backup parce que c'était pas très important. Il y avait des données, tu vois, mais c'était pas clé et c'était au tout début de la boîte, donc j'avais pas encore mis en place de plan de backup. Faire enough, tu vois. Et, euh, et je savais qu'il y avait peu de risques quand même pour les données parce que pour moi, un VPS, c'est quand même, il y a quand même une réplication des données, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et ils m'ont dit bonjour, le control plane tout cet hébergement-là est tombé. Du coup, vos données n'existent plus. Donc voilà. À bientôt. D'accord. Bah, super. Bah, nickel. Bah, moi, je savais pas que j'avais acheté une instance autodestructible. Donc voilà. J'avais pas trop apprécié l'expérience, je vous avoue. Hein. Bon, après, c'était un truc à 5 balles. Hein, voilà. Mais j'avais quand même pas aimé, ouais, surtout la nonchalance avec laquelle il m'annonce ça, quoi. Parce qu'au moins, je sais pas, tu fais un mois, c'était pour un truc à 5 balles, tu fais un mois gratuit, quoi, je sais pas, mais tu t'annonces pas ça en mode genre, salut, en fait, t'as tout perdu cordialement, quoi. C'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu gonflé, voilà. Mais bon, c'est la vie. Bref, donc c'est pour ça que moi, Scaleway, pas forcément des plus fans. Après, bon, OVH, moi j'aime bien, hein, j'ai des potes là-bas, c'est très cool. Le problème de OVH, c'est qu'à un moment, ils ont pris la notion de cloud un peu au sens propre du terme. Hein. Moi, ça m'a un peu traumatisé quand même. Pour ceux qui n'ont pas la vanne, il y a un data center qui a brûlé de chez OVH il y a quelques années. Donc voilà. Strasbourg, hein, voilà. RIP Strasbourg. Strasbourg, c'était le feu, hein, c'était le feu littéralement. Donc voilà. Bon, je me doute qu'aujourd'hui OVH fait très attention à ça, mais ça a quand même fait un peu mal à la vision que j'en avais d'eux, hein, forcément. Alors voilà, Amicia, ça c'était terrible, avec les backups dans le même bâtiment, donc ça c'était quand même un peu pas de bol. Ah voilà, mon école a tout perdu, dit Elroyer sur ce sujet. Donc voilà, ouais, la fin du data center de Strasbourg, je pense ils vont avoir du mal à s'en remettre quand même pendant un petit moment en termes de réputation. Hein. Surtout quand on a su comment a été fait le data center en question, quoi. Enfin, du bois partout. Bon, ça a été, enfin, c'est pas du bois partout, c'est plus compliqué que ça, mais vraiment, pouf, dur un peu, hein. Je trouvais que c'était un peu dur. Et du coup, ben, j'ai encore quelques ressources chez eux, mais moi, ça m'avait un peu, voilà. Donc ouais, et puis t'as Etzner, faut pas oublier, il y a Etzner hein, qui existe en Europe. Hein. Etzner, qui sont un peu les OVH allemands. Euh, Etzner qui propose pour le coup des tarifs très 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 intéressants. Après, leurs terms and conditions sont assez particuliers. Hein. Ils n'hésitent pas non plus à virer des gens de leur data center quand ça leur plaît pas. Il y a eu 2-3 délires de vous utilisez trop de bande passante, ciao. Bon, ce qui est un peu bizarre quand tu dis que la bande passante était limitée, par exemple. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Valocard, je cherche à partir, mais l'équipe Suti elle sera imbattable en trafic espace-prix. Ouais, je suis assez d'accord, globalement. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour la personne qui vient de me whisper, n'hésite pas, n'hésite pas. Euh, Imbattable, super bien placé. Non mais, enfin, OVH essaie de se racheter hein, aux yeux des consommateurs. Et je pense sincèrement qu'OVH, après l'incident, a moins de risques de subir ce genre de truc à l'avenir. C'est logique. Certains diront, c'est d'autant mieux d'aller dans un endroit où ils ont connu un cataclysme comme ça. Comme ça, on sait qu'ils en auront sans doute moins à l'avenir, tu vois. Ça s'entend, tu vois. Mais bon, c'est normal aussi qu'en tant que consommateur, on se dise, ah, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie comment ça se passe, tu vois. C'est normal. C'est normal aussi. C'est des réflexions qu'il faut se faire. En tout cas, moi, j'essaierai toujours d'éviter le trio AWS, Azure et GCP. AWS parce que vraiment je trouve les tarifs scandaleux. Enfin il y a un moment c'est un sujet aussi de dire que AWS c'est extrêmement cher hein, pour ce que je pense que ça devrait coûter je trouve que c'est très élevé. Notamment en termes de bande passante c'est débile. Les tarifs de bande passante de AWS sont un putain de scandale. Azure parce que j'ai pas envie de donner de la thune à Microsoft. Désolé il va falloir encore attendre quelques années pour que j'accepte de redonner de la thune à Microsoft.
et Google Cloud Platform. Moi, j'aimerais bien, mais il faudrait que Google en ait quelque chose à foutre de ses clients. Voilà, c'est toujours le même problème. Enfin, en gros, bon, compliqué quoi. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, c'est assez complexe. Quoi. Amicia nous dit, bah il y avait eu le sujet à Strasbourg, mais il y a eu aussi un autre souci quelques années qui avait bloqué pas mal de boîtes pendant quasiment une journée. Oui, bah, Capitaine Train avait été touché, c'était la fin du Vérac. Le Vérac était tombé pendant une journée. Insupportable. Insupportable. Mais de toute façon, ils avaient des gros problèmes de Vérac pendant longtemps. C'est en gros, c'est en gros, c'est leur réseau privé, mais à l'échelle de plusieurs réseaux de data center et tout. Une techno très bien, mais qui de temps en temps tombait en panne, et ça avait été très 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 compliqué. Ouais. Google, ils font trop de choses, nous dit Elrodir. Alors, je sais pas, mais en tout cas, ils ont. En fait, le problème de Google, c'est si t'as le moins de problèmes, tu n'as jamais personne au bout du fil, quoi. Apparemment, c'est un énorme problème qu'ils ont, c'est un manque de support qui est terrible. Donc voilà. Infomaniac, ouais, mais alors c'est pas encore la même chose. Genre, si c'est de l'hébergement mutualisé, moi j'ai déjà mon partenaire favori qui est O2Switch. J'adore ce qu'ils font. Ils sont super bien. Bah, je vais les recommander d'ailleurs. Là encore, je suis pas sponsorisé. Ils m'ont jamais rien offert, mais je vous les recommande. O2Switch, trop bien. Vraiment, ils font ce qu'il faut. Si vous cherchez un hébergeur traditionnel pour mettre des fichiers en PHP, des sites et des trucs, etc., leur tarif est ultra simple, c'est 6 balles par mois et vous avez l'illimité vraiment à partir du moment où vous hébergez un site, quoi, vous hébergez pas de la vidéo. Ça marche super bien, c'est nickel. Ils ont toujours été ultra au taquet pour me répondre, des excellents serveurs. Voilà. Mais c'est un cas particulier, l'hébergement, on va dire traditionnel. Ce que j'appelle traditionnel, c'est du HTML, CSS, LAMP, enfin avec PHP. Voilà. Ça marche pas si vous voulez faire du Node.js, ce genre de choses, où vous avez besoin vraiment d'architecturer vous-même. Il faut pas te dédier, par exemple. Donc voilà. Mais oui. Ah oui, bah Amicia, oui, ça devait être quelque chose, effectivement, c'était en pleine démo. De toute façon, ce genre de choses, ça tombe toujours en pleine démo ou en plein problème. Hein. Enfin, c'est en plein moment où faut pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter. Bref, un jour, on fera peut-être un petit topo sur le sujet. On verra. Évidemment, si l'un d'entre eux a envie de me sponsoriser, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Mais, enfin, je fais la vanne. Bon, je suis pas sûr que j'accepterai ça, mais n'hésitez pas. Je suis quand même tout oui. Il reste que. Donc, nous avions regardé des trucs à propos des Roku. Ah oui, je voulais vous parler d'un nouveau framework JS, tiens. Parce on parle un peu, on parle de Rust, on a parlé pas de CSS d'autres fois. Là, je vais vous parler un peu de JS, puisque on a Astro qui vient d'arriver. Alors, on parlait de Nuxt.js tout à l'heure. Bah voilà. Voici Astro. Astro, un nouveau framework JS, le framework du jour, pour faire des sites très rapides. Avec ce magnifique exemple, Next.js 138 KB, Astro 7,6 KB. Voilà. Beaucoup moins de kilobytes. En vrai, je suis content qu'il y ait un peu de compétition, un peu d'émulsion qui se fasse autour de ces frameworks JS qui prennent de plus en plus d'espace pour la génération de sites. Parce que cette course vers d'avoir des sites de plus en plus légers, ça peut vraiment valoir le coup et faire la grosse différence par rapport à la bande passante qui est utilisée aujourd'hui sur Internet, qui est encore trop élevée. Le poids des pages a augmenté. Je l'ai encore, j'ai page, index, page... Attends, c'était quoi ? C'était archive, page... Voilà, page weight. Ça, j'en profite aussi pour vous montrer ça. httparchive.org, c'est un site internet qui correspond à qui fait des statistiques sur les je sais plus combien de milliers de plus grosses pages qui existent. Valocar, t'inquiète pas, au final c'est des informations qui se transfèrent d'un truc à l'autre, hein, t'auras rien perdu. Donc je fais un petit aparté sur HTTP Archive qui donc a fait des statistiques sur le poids moyen des pages qui existent sur Internet. Ils prennent, je crois, les 10 000, je sais plus combien de pages ils prennent. Attendez, State of the Web. Voilà, ils font ça sur 7 millions d'URL. Voilà. Et 10 millions d'URL mobiles. Donc il y a quand même pas mal de pages qui sont analysées. Hein. Et sur ces pages-là, le poids des pages en 10 ans a augmenté significativement. Donc là, on parle par page. On voit quand même que la taille moyenne d'une page a quand même vachement augmenté, puisqu'on est passé de 500 kilobits sur desktop
à 2 mégas la page par page. C'est pas mal quand même, hein. On fait un fois. Ouf, mes amis, difficile hein, ce matin, quand on est l'après-midi. Bon, un x4 quand même. Oui, en plus, c'est x4, c'est assez évident. Un x4 x5. Un x4 x5 sur la taille des pages en 10 ans. On va espérer qu'on va pas augmenter quand même, parce que si on continue d'augmenter comme ça, on va jamais s'en sortir. Alors je pense que ça se tasse en fait. Et en vrai, bon, ça se voit pas trop que ça se tasse, mais ça va amener à se tasser, parce que même si les images vont peut-être augmenter en termes de taille, peut-être pas le reste. Et pourtant, justement, quand tu regardes par exemple la taille du CSS, pourtant on peut se dire le CSS ça a pas beaucoup bougé comme techno, et ben là aussi on est passé de 18 kilooctets en moyenne de CSS par page à 75 kilooctets de CSS. C'est beaucoup, hein. Euh, pour les fontes, ça a beaucoup augmenté aussi, hein. On est passé de une cinquantaine de kilooctets, bon après c'était un peu plus haut à une certaine époque, mais voilà, au triple, on a fait x3. Puis même le HTML a augmenté, hein. Quand on regarde en 2010-2011, on avait 23 kilooctets, on est passé à 30 kilooctets. Donc bon voilà, après le plus important c'est évidemment en JS. En JS on passe de une centaine de kilobits à quasiment un demi-méga octet de, euh, de JavaScript envoyé, quoi. Je trouve ça énorme. Valokar. Et là, je repense à mon prof de BTS qui me prenait la tête pour libérer la mémoire avec mes pointeurs en C. Oui, mais en vrai, si les gens géraient mieux la mémoire. Bon, beaucoup ça marche pas là parce qu'on parle de JavaScript, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez ouf. Oui, c'est l'inflation. Et le Romir qui parle de tout augmente. C'est un peu l'inflation, voilà. Mais je trouve ça assez fou en fait, en vrai, en quantité. Bon, là, après, on parle de la vidéo, c'est encore un autre délire. Mais ouais, je trouve ça assez ouf, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est assez cool de vous parler d'un framework JS qui essaie de faire un peu plus attention à ça, en diminuant la quantité de JavaScript que doivent exécuter les gens sur leur site, quoi. Et ils utilisent notamment un mécanisme de Islande, où en gros, ils essayent de fournir que le JS pour que ce qui bouge sur une page. Parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits sur une page qui bougent pas. Et donc, du coup, voilà, ils ont des mécaniques qui sont relativement bien faites, où ils font attention facilement à te dire, non mais ça, je le fais de manière dynamique ou non, quoi. Ah bah le test du 56K ferait la aujourd'hui, mais oui, bien sûr, en 56K, tu fais rien loader aujourd'hui, hein, tu fais pas grand-chose, hein. Donc voilà, avec la plupart des fonctionnalités qu'on s'attend aujourd'hui de ce genre de framework pour faire des sites, hein, c'est des trucs spécifiques, il y a des frameworks pour faire plein de choses, ça c'est un framework type Next.js justement, où on peut directement voilà, avoir du Markdown, du MDX, c'est-à-dire du Markdown avec du React à l'intérieur, appeler les API facilement. Enfin voilà, je trouve ça quand même relativement cool, avec évidemment plein d'intégrations avec plein de frameworks et de choses que vous aimez bien, et avec la possibilité de le pousser un peu partout, quoi, que ce soit en généré statiquement, ce qui se fait très bien, comme ça vous permet de l'héberger sur un Nginx ou sur un de ces fameux hébergeurs traditionnels dont je parlais avant, ou alors avec la possibilité de générer à la volée, quoi. Donc ça c'est assez cool. Donc voilà, Astro, le lien c'est astro.build, je vous le mets dans le chat. Et c'est assez cool, ils font pas mal de... Enfin, moi ça me fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de gens qui se posent la question. Sachant évidemment que c'est sponsorisé par contre par Vercel par exemple, ce qui est assez drôle parce que Vercel c'est ceux qui sont derrière Next. Donc c'est quand même des gens qui essayent de faire bouger l'écosystème quand même. C'est pas con non plus parce que comme ça permet d'avoir un peu de diversité et ça fait toujours plus de gens qui utiliseront peut-être du JavaScript pour faire des sites internet et non pas du PHP, quoi. Donc pour eux c'est banco. Voilà, donc je vais vous parler de ça. Euh, Et je voulais vous parler. Alors, je voulais vous parler. Et maintenant, je vais vous faire. Alors, je pense que ça va être le dernier message. Dommage, je voulais vous parler aussi de 0G, mais j'en parlerai après, plus tard, plutôt. J'en parlerai peut-être dans 2 semaines. Euh, Je vais vous parler d'un truc incroyable. Alors, pourquoi on va le traduire? Je suis pas sûr que la traduction se passe bien, pour le coup, on va voir.
va le traduire avec Google. Ouh là là! Pourquoi la traduction déconne comme ça? Marrant. Ah, ça fait péter le site. Dommage. Il a traduit le CSS, oui, c'est ça. Trop bizarre, hein. Pourquoi ça a pété comme ça? Ah bah, pas chouette. Bon bah, tant pis. Alors du coup, je vais pas pouvoir vous le lire, mais parce que je vais pas vous le traduire à la volée comme ça. Peut-être que je le traduirai un autre jour. Je pense pas, hein. C'est quand même un très long article. En gros, Lucas Pope est un créateur de jeux indépendant, un développeur de renom qui a fait Papers, Please, mais également Return of the Obra Dinn, il y a deux N, un jeu absolument incroyable aux multiples récompenses, voilà, avec un style très particulier. Donc Return of the Obra Dinn, c'est un jeu en 3D monochrome très incroyable. Et Papers, Please, c'est un jeu très intéressant avec une narration très particulière où votre but c'est d'analyser. Enfin, vous êtes un garde-frontière d'une république communiste, voilà, autoritaire surtout. Ça reprend l'esthétique justement des républiques soviétiques avant la chute du mur. Et l'idée, c'est que du coup, vous êtes un garde-frontière de ce côté-là. C'est un jeu qui a très bien fonctionné et qui est sorti en 2013. Et comme il le dit, c'est un jeu qui a été pensé principalement pour être joué à la souris sur un écran d'ordinateur. Et il en avait fait une version pour iPad, mais le faire pour téléphone, c'était un autre délire parce que tu passes pas forcément d'une version pour un grand écran d'ordinateur à une version mobile de manière triviale. Il faut faire beaucoup de changements. Et du coup, il a fait plusieurs changements intéressants. Et du coup, je vais être obligé de vous les résumer parce que je vais pas pouvoir vous. Mais je vous invite à lire son article qui est très bien, que je vous mets dans le chat. Et évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens si vous êtes en replay dans la description et également sur le site internet lundi.dev quand je mets le replay à disposition. Et en gros, il a fait plein de choses très très chouettes. Déjà, il a porté son jeu sur Unity. Parce que le jeu originel était fait en Axe. Alors, si vous ne connaissez pas Axe ou Hex, c'est un langage assez incroyable qui, en fait, un langage qui se transpile dans plein d'autres langues. Donc, ça peut se transpiler en JavaScript, en C++, en C#, en Java, en Python, en Lua, en PHP, okay, en Flash, etc. Donc, à la base, c'était surtout pour faire du Flash et autre chose. Et en gros, c'est assez fou. Enfin, le langage est très très agréable, Axe. Et il disait bon c'est cool, mais j'aimerais quand même que ça marche sur Unity parce que ce serait plus simple en 2022 d'avoir un jeu en Unity pour le porter partout. Utilisé pour Dead Cells, tout à fait la deck, c'est important de le dire. Bah, ça a été fait d'ailleurs par Motion Twin, il me semble, Axe, donc c'est logique que du coup il y a un lien de filiation, quoi. Donc du coup, Obra Dinn avait été fait en Unity, donc le jeu suivant de Lucas Pope a été fait en Unity, donc il avait beaucoup apprécié Unity. Et donc il s'est dit, bon bah je vais devoir transformer ça sous Unity. Et donc du coup, il continue d'utiliser Axe, mais il porte du coup le tout en C#. Donc justement, regardez, là, il donne un exemple. Là, vous avez du code en Axe. Donc, ça a un goût de langage, enfin ça ressemble quand même à beaucoup de langages qu'on connaît, hein, Axe, hein, sur très honnête. Et hop, ça le transpile automatiquement en C#. Pratique. Et surtout, il est parti de OpenFL, qui était une sorte de... ça fournissait en fait les mêmes API que proposait Flash à l'époque, donc ça permettait de faire une sorte de pont pour les gens qui faisaient des jeux sous Flash, pouvoir plus facilement de faire des jeux dans d'autres environnements. Et là, du coup, il a dit bon, bah en fait, moi, je vais m'enlever ce OpenFL et puis je vais le remplacer par des choses qui sont plus. Je vais séparer la logique du jeu avec les logiques d'affichage pour justement faire plusieurs versions différentes, une pour mobile, une pour tablette, une pour ordinateur.
Euh, et apparemment, ça lui a fait beaucoup plaisir parce que c'était vraiment une occasion pour lui de faire des choses très simples. Bon, justement, c'est ce qu'il explique. Avant, c'était Axe plus OpenFL et maintenant, c'est Axe en haut et avec la transpilation C# pour Unity et Ips.io. Je crois que ça, c'est pour la version desktop. Je vais pas vous dire de bêtises. Attendez, juste je remonte. Mais il me semble que c'est ça. Hein. Voilà. Euh, et du coup, voilà, la grosse question pour lui, c'était la version originale avait trois grandes zones, le checkpoint en haut, le booth, c'est-à-dire le guichet à gauche, où tu vois les personnages dont tu contrôles les identités, et à droite, tu as ton bureau sur lequel après tu fais tes manipulations de regarder si le passeport il est bon, etc. Et en fait, quand il a fait la version iPad, il s'est dit c'est pas très grave, parce qu'il avait quand même beaucoup d'espace sur iPad. Je vais garder à peu près la même mécanique, mais je mets le desk, donc le bureau en bas, le booth au milieu et le checkpoint au-dessus. Et donc ça marchait, il avait assez peu de modifications à faire, parce que globalement il avait juste fait bouger la caméra, on va dire, du checkpoint en haut, et ça marchait. D'accord, Valaroca. Valaroca nous dit cette logique de séparer la logique du jeu du moteur, c'est le choix de Alchemy, une boîte de jeux nantaise. Mais ça m'étonne pas du tout, je pense que c'est un truc assez courant et qu'on fait d'ailleurs dans d'autres systèmes. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de libcore, notamment je pense pour les systèmes de messagerie. Je sais que Matrix, justement dont on parlait avant, ils ont fait une sorte de lib en Rust, parce que le Rust peut être compilé maintenant quasiment n'importe où. On a vu tout à l'heure jusqu'à la 3DS, maintenant on peut compiler du Rust. Donc l'idée c'est d'avoir ton cœur de ton programme, vraiment des mécaniques clés, elles sont faites en Rust, et après par contre l'affichage il est fait dans un autre langage qui a du sens pour ce truc. Donc ça peut être du JavaScript, et donc du coup ton Rust tu le compiles en WebAssembly. Tu peux le faire en Swift pour iOS et en Kotlin pour Android ou tu comme Flutter ou voilà, ce que tu veux. Donc voilà, donc sur iPad, il n'avait pas eu à se poser ces questions quand il avait fait à l'époque, il y a longtemps, une version pour iPad. Il avait juste bougé quelques trucs et ça marchait quand même. Pour la version Vita, il avait demandé à quelqu'un qui s'appelait James Gray de faire ça, et il avait réussi à s'en sortir, mais comme vous voyez, il avait un peu triché, c'est-à-dire que en fait, tu pouvais basculer en haut et en bas, tu pouvais scroller entre guillemets, mais t'arrivais toujours à t'en sortir et il avait bidouillé. Mais là, par contre, sur un iPhone, ça commençait à devenir assez compliqué de réussir à tout faire rentrer et à faire que ça marche, quoi. Donc il a essayé, mais bon, ça lui plaisait pas trop. Et donc, il a dû modifier, et notamment une des fonctionnalités clés qui était. Enfin, un des trucs clés de Paper Please, c'était que tu as plein de papiers et que tu dois toujours manipuler, prendre, enlever, bouger. Bah là, du coup, tu peux plus le faire. Et il s'est dit, c'est pas grave, tu vas faire swipe tes documents. Donc voilà, vous le voyez là, et donc faut imaginer qu'il swipe les documents l'un après l'autre. C'est quand même plus adapté au mobile. Donc voilà, d'où la notion de rack, comme vous voyez en bas, qui est rajoutée pour pouvoir justement avoir la possibilité d'accéder rapidement à un document. Et donc du coup, il a dû repenser plein de choses. Donc, comme vous voyez, les gifs de son truc sont très agréables à regarder. Il a dû se poser plein de questions sur comment on affiche quoi, etc. C'est très très cool. Je vais pas tout pouvoir vous montrer en détail parce que le truc est assez long et en vrai là il nous reste à peine 25 minutes, donc si je commençais à tout vous lire on s'en sortirait pas. Mais voilà, je voulais vous donner envie de lire cet article très très bien, qui est très bien fait, dans un anglais très accessible, hein, si vous avez des problèmes pour traduire, enfin normalement vous allez pas avoir de soucis, c'est vraiment simple à comprendre et on voit vraiment le soin du détail qu'il a appliqué. Euh, et surtout pour réutiliser, là c'est un autre exemple, pour réutiliser les assets qu'il a déjà. Parce qu'en fait, il a déjà donc des journaux, des machins, etc., qui ont en plus été traduits. Donc, il n'avait pas envie de tout refaire faire. Donc voilà, c'était un gros sujet pour lui de réussir à changer pour adapter, quoi. Un gros délire. Et il s'est vraiment fait plaisir. On sent qu'en lisant cet article, c'est à la fois il a eu beaucoup de travail, et en même temps, ça l'a fait beaucoup plaisir de faire tout ça. Enfin, c'est très intéressant à faire, quoi. Donc voilà, ce résumé est passionnant à lire. Je vous invite vraiment à le lire en entier. C'est très très cool avec beaucoup d'exemples, c'est très visuel, ça vaut vraiment le détour.
Donc voilà, Lucas Pope, un développeur exceptionnel. Et là, ce qu'il a fait sur ce blog vaut vraiment le détour. Lisez, je vous en prie. Lisez cet article. Ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Euh, il faut que je vous parle d'un truc de fou qui n'a rien à voir. Euh, vous savez que je suis pas un immense fan d'Elon Musk pour des milliards de raisons. Globalement parce que le mec a énormément de thunes et qu'il se sent plus pissé. Mais là, pour le coup, j'ai un truc intéressant qui s'est passé. SpaceX, donc qui est évidemment l'une des boîtes d'Elon Musk qui est spécialisée dans l'espace, et T-Mobile. En gros, est-ce que c'est le SFR ou le Orange local? Mais enfin voilà, c'est un très gros opérateur mobile. C'est un peu le Bouygues Télécom des États-Unis. Voilà, posons ça quoi. Euh, SpaceX et T-Mobile se mettent ensemble pour offrir une couverture 0G. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà, c'est données du ciel, data from the sky. Oubliez le sans fil 5G, SpaceX et T-Mobile veulent offrir une couverture 0G. C'est donc vraiment un défi technique assez difficile. C'est une citation, vous allez voir que oui, c'est très difficile. Vous allez voir. Et c'est très impressionnant d'un point de vue technique, en plus de se dire que ça va peut-être sauver des gens. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils proposent. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. SpaceX et T-Mobile ont annoncé jeudi soir un plan ambitieux visant à fournir une connectivité omniprésente depuis l'espace à toute personne disposant d'un téléphone portable. Le projet associerait la technologie satellite Starlink de SpaceX, ça vous en avez peut-être déjà entendu parler, il me semble pas qu'on en ait parlé dans lundi.dev, mais en gros, Starlink, c'est des satellites qui tournent dans l'espace, qui sont envoyés par SpaceX avec, vous savez, c'est une super fusée qui se repose par elle-même, c'est incroyable. Hein. Alors, le projet associerait la technologie satellite Starlink de SpaceX au deuxième plus gros opérateur sans fil aux États-Unis, T-Mobile, et son spectre à bande moyenne, son réseau mobile et sa large clientèle. Pour fournir l'Internet espace-sol au téléphone mobile, SpaceX devra finaliser le développement de sa deuxième génération de satellites Starlink. Ceux-ci seront nettement plus grands que les actuels, qui ont une masse d'environ 295 kg. Grammes, en poids, hein, évidemment. Le fondateur et ingénieur en chef de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que le projet pourrait entrer en service bêta avant la fin de 2023, donc d'ici les 16 prochains mois. Lors d'un événement direct à l'installation Starbase de SpaceX dans le sud du Texas, où la société construit et teste sa fusée Starship de nouvelle génération, Musk est apparu aux côtés du directeur général américain de T-Mobile, Mike Sievert. L'événement avait quelque chose d'un flair de concert de fusée, avec une machine à fumer, des feux d'artifice et beaucoup de gens se mêlant autour de la scène en t-shirt noir. Seulement, ces chemises portaient des logos magenta T-Mobile et SpaceX blanc, et trois prototypes de spaceship se profilaient en arrière-plan. Les entreprises proposent de délivrer un service dont on rêvait depuis l'avènement des téléphones portables, pas de zone morte. Notre vision est que si vous avez une vue dégagée du ciel, vous êtes connecté, a déclaré Sievert, donc le gars de T-Mobile, le Bouygues Télécom américain. Alors comment cela fonctionnerait? À l'heure actuelle, un utilisateur du service Starlink de SpaceX doit disposer d'un terminal en forme de parabole, capable d'accéder à l'internet haut débit à partir d'un des 2800 c'est fou, 2800 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Les satellites existants ne sont tout simplement pas assez puissants pour se connecter à des téléphones mobiles beaucoup plus petits, car le signal est trop faible. La solution à ce problème consiste à utiliser une antenne à réseau phasé beaucoup plus puissante sur la deuxième version, ou V2, des satellites Starlink. Musk a déclaré que le corps de ces satellites mesurerait environ 7 mètres de long et que l'antenne se déploierait sur environ 5 mètres de côté, environ 25 mètres carrés. Donc il faut imaginer 25 mètres carrés d'antenne qui regarde la Terre. Lorsque la satellite passe au-dessus, cette antenne enverra et recevra des données le long d'un faisceau focalisé traversant la surface de la planète. Initialement, du moins, le service ne fournirait pas de service internet à large bande. Le but, c'est pas de faire du haut débit, quoi. Mais dans une cellule de service typique, il fournirait jusqu'à 2 à 4 mégabits de données, assez pour des milliers d'appels vocaux ou des millions de messages textes. Cela permettrait la connectivité dans les zones hors réseau ou lors des situations d'urgence, lorsqu'un ouragan interrompt le service d'une communauté par exemple. Le téléphone portable d'un utilisateur chercherait d'abord un service à partir d'une tour de téléphonie cellulaire, mais lorsqu'il ne la détecterait pas,
Au lieu de fournir à un utilisateur aucune barre de service, le téléphone chercherait alors dans le ciel. Il tirerait alors la connectivité du satellite disponible le plus proche avec un logiciel sur le satellite communiquant avec le téléphone mobile comme s'il s'agissait d'une tour cellulaire au sol. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça utilise la même techno que les bornes mobiles que vous avez euh, en bas, quoi. Enfin, chez vous, à quelques kilomètres de chez vous. Mais depuis l'espace. En gros, on va avoir des antennes 5G dans l'espace. Alors, je pense que les antivax vont péter des câbles, mais c'est fou quand même. Je trouve ça incroyable. On peut se poser plein de questions, éthiques, etc. Incroyable. Sievert a déclaré que T-Mobile prévoyait d'offrir gratuitement ce service à ses utilisateurs sur la plupart de ses plans existants, couvrant initialement les États-Unis, y compris l'Alaska et Hawaï, donc c'est quand même très loin des États-Unis centraux, hein, ainsi qu'une grande partie des océans du monde. Il a invité les opérateurs de réseaux mobiles étrangers à s'associer à T-Mobile et SpaceX et à proposer une itinérance réciproque dans le monde entier. Donc imaginons Orange a envie de fournir son service, il voit avec T-Mobile et en contrepartie du service en France, eh ben, ça irait également aux États-Unis. Salut Omni! Un feint tout seul spatial, tout à fait. Amicia se pose la question de comment ça peut fonctionner sans mise à jour matérielle sur les téléphones. Et bien justement. Au-delà des problèmes réglementaires, SpaceX fait face à plusieurs défis majeurs pour que tout cela fonctionne. La principale d'entre eux est la conception et la construction de grands satellites capables de parler au téléphone mobile. Ce sont les antennes les plus avancées au monde selon nous, a déclaré Musk. Ils doivent capter un signal très silencieux de votre téléphone portable. Imaginez, ce signal doit parcourir 500 miles. Donc 500 miles en kilomètres, ça fait quoi? Ça fait 500 miles en kilomètres, ça fait 800 km. Ce signal doit parcourir 800 km, puis être capté par un satellite qui se déplace à, je sais pas, ça doit faire 25 000 km/h. Le satellite doit compenser l'effet Doppler du déplacement si rapide. Donc faut imaginer que votre téléphone doit faire genre allô, allô. Mais en plus il fait pas allô, il fait allô. Voilà, il faut que le satellite soit capable de comprendre que allô, c'est allô. Enfin c'est un énorme boulot. J'essaie de vous le reproduire. Dites-moi dans le chat si ça vous a plu ma sorte de transcription audio, mon audio description du boulot du satellite. Merci. Faut clipper ça. Faut clipper si vous voulez. Les satellites doivent aussi aller dans l'espace. Les satellites V2 sont trop grands pour le carénage de la charge utile de la fusée Falcon 9, qui mesure 5 mètres de large. Ainsi, les satellites Starlink V2 pleine grandeur devront attendre que la fusée Starship beaucoup plus grande soit mise en ligne. SpaceX s'efforce de faire exactement cela dans les installations de Starbase dans le sud du Texas, mais les lancements opérationnels auront probablement lieu dans au moins un an. À cette fin, si le développement de Starship n'intervient pas aussitôt que prévu, Musk a déclaré que SpaceX pourrait dévoiler une version V2 mini qui pourrait s'intégrer dans le carénage de la charge utile de la fusée Falcon 9. Mais il semble clair que pour apporter le type de connectivité mondiale dont Musk et Sievert ont parlé, il faudrait un système de lancement Starship entièrement opérationnel. Dans les commentaires de jeudi soir, Musk a reconnu que la société avait beaucoup de travail technique à faire, mais il a déclaré que les équipes de SpaceX avaient fait de grands progrès. C'est donc vraiment un défi technique assez difficile, a-t-il déclaré, mais nous l'avons fait fonctionner en laboratoire et nous sommes convaincus que cela fonctionnera sur le terrain. Il y a donc en fait beaucoup de matériel supplémentaire sur les satellites, c'est aussi beaucoup de logiciels, c'est un problème difficile. SpaceX a déjà lancé des satellites pour un concurrent dans ce domaine, Link, et devrait lancer le satellite de démonstration Blue Walker 3 d'une autre société, AST Space Mobile, plus tard dans l'année. Ces deux sociétés tentent de fournir un service direct sur téléphone portable de la même manière. Link affirme avoir déjà démontré avec succès la capacité d'utiliser des téléphones mobiles ordinaires non modifiés pour se connecter au service internet par satellite. La société dispose actuellement d'un satellite opérationnel dans l'espace, mais prévoit d'en lancer davantage pour fournir une zone de couverture plus large. Elon a dit que c'était difficile et que cela n'avait été fait qu'en laboratoire, mais Link l'a déjà fait dans l'espace, a déclaré Charles Miller, cofondateur et directeur général de Link dans une interview jeudi soir. Nous sommes la seule entreprise au monde à l'avoir fait. Link a 14 contrats commerciaux avec des opérateurs de réseaux mobiles couvrant 35 pays, a déclaré Miller. La société s'attend à recevoir une licence de la FCC aux États-Unis avant la fin de cette année pour commencer à vendre des services commerciaux dans ces pays.
Alors que Link a une longueur d'avance et que AST Space Mobile a un satellite prêt pour les tests de démonstration, l'entrée de SpaceX et de T-Mobile, deux des leaders mondiaux du vol spatial et de la connectivité, a créé un tout nouveau niveau de concurrence. De manière plausible, il pourrait y parvenir car SpaceX a déjà déployé la plus grande constellation de satellites au monde et la société a l'habitude de livrer ses nouvelles fusées. Vous voyez, c'est qu'au final, SpaceX, pour le moment, ils ont chié au tout début, mais là, en ce moment, je crois qu'ils ont dépassé la 130e réutilisation, redescente intégrale, genre sans les péter, de fusées. Hein. Donc quand même, au bout d'un moment, ils commencent à faire des trucs, SpaceX. Musk et Sievert semblaient s'amuser sur scène et ont parlé d'autres façons dont les deux sociétés pourraient s'associer. Starlink, par exemple, pourrait fournir une capacité de backhaul aux tours solaires et distantes sur Terre. Donc en gros, voilà, comme ils le disent, cela signifie que les satellites connecteraient ces tours à Internet sans que T-Mobile ait à faire passer de câbles jusqu'aux tours, justement, réseau. Et peut-être qu'un jour, T-Mobile pourrait devenir le premier fournisseur de services cellulaires sur Mars. Nous aimerions avoir T-Mobile sur Mars, a plaisanté Musk lors de l'événement. Bon, ça c'est parce qu'il se touche la nouille, quoi. Mais voilà. Juno qui a raison, la NSA va encore devoir reconstruire de nouveaux data centers. Oui, il y a un peu de ça, quoi. C'est fou quand même que ça marche, en vrai, cette technologie. Genre littéralement. Il expliquait, parce que du coup j'ai regardé la vidéo, parce que ça m'avait intrigué. Il expliquait que même sans sortir le téléphone de ta poche, ça devrait marcher. Pour un truc qui est à 800 km dans l'espace. Incroyable. C'est assez fou. Et Valarocard qui trouve que c'est une imitation de Ponce d'étoiles. Ponce d'étoiles sur 10. À peu près le niveau de mon Doppler. Eh, attendez, on essaye quoi. On essaye. On essaye. Bon, pas mal tout ça. Pas mal. Voilà, ça fait un peu le mec qui dit voilà, parce que c'est ce que je viens de dire voilà. Je crois que c'est pas mal. Je suis assez content de vous avoir trouvé des articles relativement divers. C'était un peu ce que j'aime faire dans lundi.dev, vous proposer un panel assez large de plein d'infos différents, des trucs relativement techniques, des trucs un peu plus larges. J'aurais pu sans doute aller sur des trucs encore plus techniques, je pense que la prochaine fois je ferai un peu plus de technique. Je prends un peu de temps à la fin, là vous avez vu je termine un peu plus tôt, parce que je veux aussi vous dire un autre truc que j'ai décidé de faire. Lundi.dev, je vais le faire plus qu'une fois toutes les 2 semaines, parce qu'en fait j'arrive pas à tenir le rythme d'une fois par semaine, c'est trop compliqué pour moi. Par contre, une fois toutes les 2 semaines, je trouve que j'arrive bien à le gérer et que j'arrive à trouver surtout suffisamment d'infos. Donc je vais pas essayer de me forcer à faire ça toutes les semaines pour faire ça toutes les semaines, je trouverais ça dommage. Donc l'idée c'est de le faire une fois toutes les 2 semaines. Merci Kotomini, merci beaucoup. Celle de Spelunky. Ah bah trop bien. Bah encore bravo pour tes courses. Oui, parce que hier soir on a joué du coup à SRB de cartes avec les amis de Sacartoon. Vous savez, Sacartoon c'est l'émission que je fais tous les dimanches. Enfin que je fais. Je suis simple participant normalement chez Kokobé, twitch.tv/Kokobé. Mais là, pour le coup, hier soir, je l'hébergeais de manière exceptionnelle, puisque à la fois Kokobé et aussi le Joker habituel de l'émission, donc BLFR, les deux n'étaient pas là, donc du coup, c'est moi qui prenais le relais. Vous pouvez retrouver le live, évidemment, dans les replays. Et on a tout réinstallé, Ampo qui s'occupe du serveur a tout réinstallé, et on en a profité du coup pour mettre de nouvelles maps. Et on a testé les maps donc, de Kotomili. Incroyable, genre vraiment des maps d'excellente qualité. La map sur Spelunky, donc qui est en gros, je vous redis rapidement, Sonic Roboblast de cartes, c'est un jeu de cartes indépendant. C'est un fork de Doom. Un jour, je vous raconterai, enfin un mode d'un mode de Doom, je vous raconterai un peu un jour comment c'est fait techniquement, c'est fou. Et donc il y a des cartes, donc c'est un jeu de cartes, mais il y a des cartes sur lesquelles on joue, on va dire, enfin il y a des maps sur lesquelles on joue. Et justement, il y a des maps qui sont faites par la communauté, et notamment les maps de Kotomili. Il a fait une map Spelunky, donc adaptée de l'esprit de Spelunky, et les maps sont magnifiques, vraiment. C'était incroyable, on a trop kiffé. C'était vraiment très très chouette. Et du coup, Kotomili, bravo. Je sais pas combien de temps ça t'a pris, mais c'était fou. Je serais très curieux un jour, il faudrait que je me renseigne de voir comment on fait ce genre de map, et si un jour tu fais des lives, il faudrait peut-être que je regarde si tu fais des lives et tout, mais vraiment très très cool. Et du coup, ben voilà, c'était très très chouette à faire, et on s'est beaucoup amusé dessus.
Et donc voilà, mais ça c'est tous les dimanches qu'on fait ça, tous les dimanches vers 21h, 21h, 21h30 chez twitch.tv/kokobe, Kocobe. Et ça je vous recommande de venir. Et donc on joue à ce jeu de cartes, qui n'est pas un jeu de cartes mais un jeu de cartes, hein, c'est très visuel, désolé pour ceux qui ne font qu'écouter, mais voilà, un jeu de voiture. Très cool. Et en fait, on parle en même temps qu'on joue on parle de politique, on parle de médias, on parle de gaming, on parle d'un peu de tout. C'est un peu nos grosses têtes à nous, quoi. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'on a ici habituellement, où soit on code, soit on parle de dev et de tech. Mais voilà, c'était très chouette. Shameless plug, absolument, mais vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le dimanche soir, c'est très très fun. Chez Kokobe, on s'amuse beaucoup. Et moi, c'est vraiment un rendez-vous qui me fait plaisir chaque semaine de me dire ah, c'est le dimanche soir, je vais m'amuser avec mes amis à jouer à un Mario Kart-like, mais indé avec des persos de Sonic. Voilà. Le jeu s'appelant Sonic Roboblast 2 Kart. Le nom est improbable, le jeu est incroyable et bizarre en même temps, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, je vous recommande ce jeu si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir. C'est très 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 chouette. Et du coup, voilà, il y a des gens incroyables comme Kotomili 10 000 qui font des cartes incroyables. C'était vraiment très chouette. Et donc oui, comme je vous disais juste avant ça, voilà, donc je vais vous faire une émission toutes les 2 semaines désormais, plus toutes les semaines, parce que c'est trop compliqué pour moi de faire toutes les semaines. En fait, c'est même pas que c'est compliqué pour moi de faire un live, c'est compliqué pour moi pour vous trouver des articles intéressants. Et j'ai remarqué que c'est plus facile, une fois toutes les 2 semaines, quand même, de récolter suffisamment d'articles qui me donnent envie de vous les partager et de vous les narrer. Donc voilà. J'ai hésité au début en disant bah, peut-être qu'une fois sur deux on code, mais en fait, je suis pas sûr que j'aurai toujours des trucs pertinents à coder une fois toutes les 2 semaines. Donc, voilà, pour le moment, on va faire ça. Une fois toutes les 2 semaines, on code ensemble, on fait une revue de presse, et normalement, durant le dernier quart d'heure, on code. C'est souvent ça que j'ai envie de faire. Et voilà. Les amis, je crois qu'on s'est bien amusé ensemble à découvrir plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à me proposer des sujets sur Twitter si vous voyez des trucs intéressants ou si vous avez envie que je revienne dessus ou que j'explique des trucs durant la semaine. N'hésitez pas, vous avez mon compte Twitter. Je vais vous montrer mon compte Twitter, comme ça va vous pousser à le suivre peut-être. Vous allez voir à quel point je shitpost. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter où je mets en avant les lives et où je shitpost et je passe ma colère parce que c'est Twitter, donc il faut être toujours en colère. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où principalement j'annonce ce que je fais et on s'amuse bien. N'hésitez pas non plus à me contacter en général, en DM et tout. Enfin voilà, je reste relativement accessible si vous avez besoin. Et n'oubliez pas que dès demain, vous aurez cette émission sur lundi.dev. Voilà. N'oubliez pas, c'est très très chouette. Voilà. Ben, maintenant que c'est dit, je crois que je vais vous laisser tranquille. On va pas maintenir tout ça pour rien. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Pas juste une bonne semaine, une excellente semaine. Et je vais vous envoyer chez... je sais pas trop chez qui vous avez des suggestions de gens vers qui je peux vous emmener. Sinon je quitte, hein, c'est pas grave, vous cherchez tranquillement si vous avez de quoi aller. Parce que bon, je pourrais vous aider vers Mister MV, mais bon, comment vous dire, il a pas besoin de ça, le bouc. Hein. Non, vous avez pas d'idée. Bon, de toute façon, allez, très bonne soirée, très bonne fin de journée à vous. Profitez bien de cet après-midi. Bon courage pour la rentrée, pour ceux qui rentrent aujourd'hui. Et on se retrouve dans 2 petites semaines. Ciao, à bientôt.